Eh ben, Très bonjour à tout le rapidement, monde. bonjour à tout le monde. Voilà, on a notre petit rendez-vous donc du mercredi, le Alors, séminaire commun CY École de Design et CNAM Dicen et la chaire donc Jean Prouvé. Puis bon, on est super content, voilà, parce que on t'invite, on est super content que tu aies accepté de venir nous parler de ton travail. Donc peut-être tu veux dire quelques mots aussi comment bah, vous vous êtes rencontrés. oui, on s'est rencontrés très facilement. On est arrivés ensemble au même moment au CNAM sur deux chaires qui entendent avoir une certaine complémentarité. Je crois que ça marche plutôt bien pour l'instant. Bon, ça a bien marché. Voilà, Lucie Marinier est sur la chaire d'ingénierie, culture et création. Et donc ensemble, on essaie de voir un peu, d'essayer de développer. Alors il y a déjà aussi quelques années, par exemple Karine, Étienne aussi, et Emmanuel bien sûr, sont là aussi pour être témoins il y avait déjà quelques travaux autour du design, autour de la création au CNAM. Et là, voilà, avec deux chaires qui arrivent, on va essayer de porter ça un peu plus loin. Et donc il y a vraiment une complémentarité parce que pour le coup, le travail que tu faisais et que tu fais maintenant est très différent. Et j'apprends tous les jours du travail que je fais en termes justement d'ingénierie de la culture. Et donc, c'est un peu le sujet. Je pense que c'était tout à fait le sujet parce que il y a toute ce rapport au matériau, ce rapport à l'objet. Alors, je ne sais même pas si l'objet sera le bon terme, justement. Je pense que ça va être une des discussions. Dans tout ce qui est la muséologie. T'as vu, j'apprends. Hein. Et voilà, le rapport à l'œuvre en général. Et donc, je pense que ça va énormément apporter en plus de ce sur dont on avait déjà parlé la dernière fois. Je vais te laisser le stage, le flow, très rapidement. Donc, l'idée, on en avait discuté, mais je pense que c'est aussi de toute façon l'idée de ce séminaire, c'est qu'il y a une discussion qui commence, que tu vas initier donc, sur un certain nombre de sujets. Alors là, ça va être beaucoup tourné autour d'exemples et d'expliquer en quoi cet exemple nous fait réfléchir justement sur la relation aux matériaux. Et vraiment, le but du jeu, c'est que ce soit une discussion, plus qu'une présentation euh, en forme monologue. Donc, vous n'hésitez pas à interrompre si vous avez des points que vous voulez apporter, si vous avez des questions, si vous avez voilà, si vous voulez engager dans cette discussion. Et c'est pas grave si on finit pas, en fait. Le plus important, c'est vraiment qu'on ait une discussion et que ça amène des interrogations, ça amène des discussions, ça amène des projets d'autres sessions plus tard. Mais c'est vraiment pas l'idée d'avoir encore un autre cours magistral. On en a assez, je crois. Donc voilà, d'apporter une discussion. Donc vous n'hésitez vraiment pas à nous interrompre. Et comme le disait si bien Annie la dernière fois, de lever la main là sur le truc, nous on le voit pas en fait, parce qu'on est aspiré dans cette présentation. Donc comme elle dit si bien, just shout. Voilà, c'est ça. Alors, je voudrais juste préciser aussi une chose, c'est que super. Je voudrais aussi préciser une petite chose avant de te laisser la parole, en effet, c'est que l'idée de ce séminaire aussi, c'est de pouvoir ultérieurement donc proposer un numéro spécial sur cette question des médiums en design. Donc nous l'espérons pour la revue Sciences du design. Et on veut que justement ce numéro-là puisse avoir une grande diversité de perspectives sur cette question des médiums. Donc on est vraiment super content que Lucie justement vienne parler de cette matérialité, y compris du côté de l'œuvre. Parce que je pense qu'évidemment, on est tous ici à savoir qu'il y a une différence entre design et art, mais cela étant, il y a également des points communs, il y a également des réflexions qui peuvent converger. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien qu'on ait ce dialogue avec les gens qui sont en esthétique, en sciences de l'art, en sciences de l'information et de la communication et en design. Voilà. Et puis, j'oublie sans aucun doute voilà, sciences de la conception en général. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Avec à toi. Plaisir. Avec plaisir. Et puis, je rajouterais peut-être aussi la thématique des politiques publiques, puisque c'est aussi des sujets sur lesquels moi je travaille et sur l'objet, en tout cas les objets qui composent les œuvres, en tout cas les œuvres, elles ont comme particularité quand elles rentrent dans la sphère publique, c'est-à-dire dans la notion de collection publique, à un moment donné, il y a un jeu d'acteurs qui se met en route autour d'elles et qui fait que, à un moment donné, leur matérialité peut être aspirée par un certain nombre de contingences, de règles, etc., qui sortent de la logique de la main et du désir de l'artiste. Et ça, c'est un peu aussi une particularité sur l'œuvre d'art, mais qui
qui concerne aussi les objets de design qui rentrent dans les collections publiques. Hein. C'est le même processus, puisqu'un objet qui rentre en collection, il acquiert un certain nombre de caractéristiques propres concernant sa matérialité qui emportent un certain nombre de conséquences sur les matériaux et sur leur conservation. Peut-être je vais commencer par me présenter rapidement, parce que moi j'ai un profil un petit peu atypique dans les titulaires de chaire, puisque je viens en fait de la pratique. Moi, je suis une administratrice culturelle, comme on dit. Donc, j'ai commencé par le secteur des musées, et notamment sur les musées d'ethnologie, sur lesquels les objets d'usage ont évidemment une importance très grande, pour aller jusqu'au musée d'art contemporain. Et puis, entre-temps, j'ai travaillé sur beaucoup de politiques publiques, et notamment pour la ville de Paris, où j'ai été, entre autres, en charge, secrétaire générale du musée d'art moderne, mais aussi en charge de la création d'un certain nombre d'équipements culturels comme le 104 ou la Gaîté Lyrique, et également des projets d'art dans l'espace public et des projets innovants d'art dans l'espace public. Donc c'est un peu à ce titre-là que j'ai choisi cet objet-là. Et puis je suis également, j'ai été pendant 10 ans professeure associée à Paris 1, où je continue à co-animer un master de sciences et techniques de l'exposition, et puis je participe également aux enseignements du master d'art dans l'espace public. Voilà, et donc à travers cette chaire d'ingénierie de la culture et de la création, je vais travailler beaucoup sur les questions de méthodologie, de projets autour de l'œuvre d'art dans toutes ses dimensions temporelles et matérielles. Et à ce titre-là, je suis particulièrement intéressée par votre invitation. Alors, effectivement, je confirme, hein, vous m'interrompez quand vous voulez, parce que de toute façon, j'ai prévu beaucoup plus de cas qu'on pourra en étudier ensemble, je pense. Donc, on n'ira pas forcément jusqu'au bout. Mais l'idée, c'est de vous présenter quelques cas qui, pour moi, sont assez révélateurs des problématiques liées à la matérialité de l'œuvre et à l'évolution de cette matérialité dans le temps et à la question des jeux d'acteurs autour de l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'une œuvre d'art par rapport à n'importe quel autre objet? Il y a d'abord la question de la caractéristique de l'unicité. En tout cas, c'est la théorie. Une œuvre d'art est une pièce unique. Et d'ailleurs, contrairement juridiquement, hein, d'ailleurs, les œuvres d'art sont censées être des pièces uniques. Quand ce ne sont pas des pièces uniques, ce sont des tirages d'une pièce unique. Mais il y a une notion de pièce unique qui n'est pas le cas dans les métiers d'art ou dans le design. Même si dans les métiers d'art, il peut y avoir l'autorisation d'un certain nombre de tirages, mais quand même, la notion, c'est la pièce unique. Et cette notion, elle vient du principe du geste artistique, du geste de l'artiste, c'est-à-dire de la production de sa main. Selon, en tout cas, un protocole et une règle que l'artiste s'est lui-même donné, s'est donné à lui-même, dans la gestion du matériau, de la technique. C'est ce qui conditionne sa conversation avec le matériau, pour reprendre un auteur que vous avez beaucoup utilisé, je crois. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je le disais, c'est qu'il y a une notion de patrimonialisation de l'œuvre d'art par sa muséification, par son entrée en collection. Et ça emporte un certain nombre de caractéristiques qui sont d'ailleurs juridiquement posées dans ce qu'est une collection publique. C'est d'abord l'inaliénabilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit de sortir des collections. Donc ça veut dire que ça fige la valeur, ce qui n'est pas anodin quand même comme question. Et puis c'est surtout l'immuabilité des objets. Et ça emporte notamment des conséquences qui sont très précises. C'est que par exemple, on doit restaurer à l'identique tous les éléments, tous les matériaux, tous les objets d'une œuvre. On ne peut pas réparer, on doit restaurer. Y compris si l'artiste propose des adaptations, il n'est plus censé avoir le droit de le faire à partir du moment où on rentre en collection publique, c'est-à-dire qu'il a une perte de pouvoir sur la matérialité de l'œuvre. Ça, c'est le principe. Et donc, de fait, ça évolue forcément, notamment avec l'art contemporain, d'abord parce qu'un certain nombre d'artistes utilisent des matériaux manufacturés ou industriels, donc ils ne sont plus de leurs mains. Donc ça pose un certain nombre de questions, c'est-à-dire par définition, l'objet final œuvre est une pièce unique, mais le matériau, lui, ne l'est pas. Donc, quelle question ça pose? Ça pose la question de la dissociation de la création et de la production, puisque l'artiste fait appel à d'autres mains que la sienne pour produire l'œuvre, avec donc un jeu d'acteurs autour de l'œuvre et puis un jeu autour de la possibilité et de l'impossibilité de faire, c'est-à-dire que s'ensuit un dialogue entre l'artiste et ses producteurs sur est-ce que je peux réaliser ce que tu me demandes ou pas,
tiens, je peux réaliser ce que tu me demandes, ah bah du coup j'ai une nouvelle envie et du coup l'œuvre se modifie. Donc tout ça, ça crée aussi du changement matériel important. C'est aussi le fait qu'il y a une volonté dans l'art contemporain de plus en plus fréquente de la part des artistes, mais aussi de leurs commanditaires, ce qui est intéressant, à la valeur d'usage et au fait d'introduire dans les œuvres des dispositifs techniques et technologiques qui impliquent des maintenances et des évolutions techniques. Et puis, c'est le développement de la notion de processus avec des œuvres qui sont de l'ordre de l'activation, réactivation, intervention, performance, qui évidemment ne sont plus uniquement des objets inertes, mais qui peuvent être des objets activés, réactivés. Et puis enfin, la question de l'œuvre in situ, et donc de dialogue entre l'œuvre et le lieu où elle intervient, qui là aussi pose des questions d'évolution dans le temps, forcément, puisque les lieux évoluent, les œuvres aussi. Et c'est particulièrement le cas quand on sort du musée ou du lieu d'exposition ou du mur de l'appartement de la personne qui a acheté l'œuvre à l'espace public. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans l'espace public, il y a un commanditaire et il y a une notion de commande publique, donc du fait qu'il y a un cahier des charges, il y a une demande faite à l'artiste dans la plupart des cas. Qu'il y a en général, en tout cas depuis le 19e siècle, une notion de centralité de l'œuvre d'art au sein du lieu et de contemplation, ce qui est symbolisé par la logique d'un socle en général, et en tout cas d'un artefact d'exposition qui, à un moment donné, protège l'œuvre. Sachant que cette question est en train de beaucoup évoluer ces dernières années, on a tendance à enlever les socles, on a tendance à enlever les barrières, ça crée d'autres rapports physiques de l'œuvre avec les publics. On pourrait parler longuement de la statue de la place de la République, par exemple, qui, à un moment donné, a maintenant un rapport physique avec ses spectateurs. Un rapport physique qui, d'ailleurs, implique une restauration tous les 6 mois, ce qui est quand même pas anodin. Donc, elle ne va pas vivre longtemps, la statue de la République. Donc, ça pose des nouvelles questions. Donc, ça, c'est tout ce qui relève de l'art public, ce qu'on appelle l'art public. À ne pas confondre avec ce que Joël Zask appelle le outdoor art, l'art dehors, qui, lui, est censé être davantage, qu'il fasse l'objet d'une commande initiale ou pas, être l'objet d'une expérience au sens de Douai qu'elle cite abondamment ou de Taureau, avec une notion d'interaction, d'individuation du rapport entre le spectateur et l'œuvre et voire une notion de participation, en tout cas du principe d'une œuvre non pas comme objet de contemplation mais comme médium en tant que tel entre la personne et le lieu, pour faire simple, ou éventuellement entre différents espaces du lieu, différentes personnes, etc. Donc, il y a cette opposition, en fait, entre ce qu'on appelle l'art public et le outdoor art. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces sujets, mais en tout cas, cette question est posée. Quand on passe à l'espace public, il y a un autre sujet qui est la question du temps et de l'usure, qui est tout à fait particulière. Et cette question du temps, elle est aussi articulée avec un fantasme, en fait. Et on est bien dans l'ordre du fantasme. C'est-à-dire que le fantasme assez partagé par les habitants, les conseils de quartier, les élus, les commanditaires, etc., c'est la notion de l'œuvre pérenne. C'est le principe et l'espoir, le fol espoir, en fait, que les œuvres ne bougent pas, tel un bronze sur son socle. Mais même les bronzes sur leur socle, en fait, bougent, d'une part, et d'autre part, ce sont des copies, en réalité, les bronzes sur leur socle, puisqu'en général, ils viennent d'un moulage en plâtre. Le problème, c'est que les œuvres, elles s'usent, en fait. Elles ne peuvent pas être pérennes. Or, la volonté, c'est la pérennité. Donc, comment on traite ces questions ? Et ce qu'on constate, c'est que parfois, ce traitement, je vous montrerai quelques exemples, il conduit les artistes à changer leur protocole, à fondamentalement modifier leur protocole, en particulier en changeant les matériaux qu'ils utilisent. Et ils changent par là même l'identité de leur œuvre quand ils passent à l'espace public. Et puis, il y a évidemment la question des usages prévus ou non prévus, qui créent des modifications sur les matériaux, des conséquences sur les matériaux, et qui interrogent quant à la question de ce qu'on patrimonialise, c'est-à-dire ce que l'on rend, pour en revenir à la définition de la collection publique, immuable ou pas immuable. En gros, est-ce qu'on a le droit de faire bouger les œuvres d'art et est-ce que c'est la remise en cause de leur sacralité ou pas? Et donc, comment est-ce qu'on peut penser la notion du temps, des temps de l'œuvre, par rapport à sa matérialité, en particulier dans l'espace public. Les exemples que je vais donner sont principalement issus du territoire parisien, parce que c'est celui que je connais le mieux, et que du coup, je peux vous raconter des histoires autour de ces œuvres sur lesquelles je vais prendre des exemples. Est-ce qu'il y a des questions peut-être à ce stade-là ?
Alors, moi, j'en ai une. Vas-y. Parce que j'étais Je quand t'en même. prie. Parce que là, il y a quand même une. Donc, il y a, si je comprends bien, donc l'artiste Mhm. fait œuvre, hein, Ouais. crée son œuvre, et à partir du moment où l'œuvre devient pièce, tu l'appelais comment? C'était quoi le terme? Donc, il entre dans la collection. Mhm. L'artiste perd le pouvoir Complètement. perd tout pouvoir sur la pièce. Donc Mm. la pièce, en fait, s'échappe de lui. Oui. Alors, on revient à la discussion de la dernière fois, hein, sur les idées de moment. Il y a le moment de l'artiste, il y a un moment Je vais vous raconter. où il va y avoir, où alors si la pièce s'installe dans l'espace public, donc il y a une forme d'appropriation des gens, des personnes de l'espace public. Hein. Si tout se passe bien, oui, Si normalement. tout se passe bien, il y a une forme, en général, il y a une forme d'appropriation, mais voilà, oui, effectivement, si tout se passe bien, il peut y avoir un rejet complet, mais En tout cas, il y a interaction. Oui, il y a interaction, et puis ça fait qu'il y a une appropriation de l'espace public, sans l'œuvre, mais enfin voilà, ça crée un changement de la signification de l'espace public, du sens de l'espace public à ce moment-là. Mais parce qu'à ce moment-là, tu dis voilà, mais on pourrait, si on s'arrêtait là, on dirait l'œuvre, elle est figée dans le temps, en fait. Parce que personne ne la répare, j'exagère un peu, hein, personne ne la répare, l'artiste n'a plus pouvoir. Alors, c'est pas que personne ne la répare, c'est qu'on la restaure. Personne ne la restaure, oui, mais, Voilà. mais c'est qui ce on? En fait, c'est ça le truc. Qui finalement s'approprie l'œuvre et son matériau, pour le coup, d'une forme d'appropriation qui lui donne pouvoir Les conservateurs. de restauration. C'est prévu par la loi. Les conservateurs, et c'est prévu. Ouais. Voilà. Il y a deux informations. C'est quoi un conservateur? Alors, un conservateur, il n'y a pas d'équivalent en fait ailleurs qu'en France. Parce que, alors ça se traduit en anglais, on dit curator, mais en fait, curator, ça représente une partie du travail du conservateur. Le conservateur, il est directement lié à ce statut des collections publiques qui est issu de la Révolution française, hein, c'est 1789, c'est la création du Louvre. On considère que les œuvres qui auparavant appartenaient au roi et à la noblesse appartiennent désormais au peuple et que donc à ce titre, elles sont conservées publiquement et elles deviennent des collections publiques. Et donc à ce titre, elles sont inaliénables, on ne peut pas les vendre. Et elles sont protégées. Et donc, à partir de là, va être créé un corps de fonctionnaires, progressivement, ça ne s'appelle pas des fonctionnaires au départ, mais assez vite, c'est ce que ça va devenir, qui sont les conservateurs, qui ont une qualification spécifique avec un concours, etc., qui les habilite à assurer la protection, alors l'inventaire, la protection et la restauration de ces œuvres. C'est juridiquement prévu. C'est une spécificité française. Ouais. Et est-ce que c'est une profession, alors, je dirais stable dans le sens... Est-ce qu'il y a une tradition très très forte ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui se contemporanise? C'est le terme avec toi, avec le changement, avec l'évolution de l'art, est-ce que le conservateur évolue? Je vais vous montrer quelques exemples, pas beaucoup, pas beaucoup, mais ils commencent à être de plus en plus nombreux à se poser les mêmes questions qui sont celles que je suis en train de me poser, sous le poids de tous les phénomènes dont je vous ai parlé, puis aussi sous d'autres poids, hein, notamment les questions d'impact environnemental de leur action, parce que qui dit conserver des œuvres avec tous leurs artefacts dit poids et impact. Donc c'est en train d'évoluer, c'est-à-dire les conservateurs sont en train d'évoluer et puis leurs auxiliaires, qui sont les régisseurs, ce qu'on appelle les régisseurs d'œuvres, évoluent aussi. Alors, c'est une profession, en fait, il n'y a pas que la France qui a construit ça, mais quand même, c'est quand même beaucoup de modèles français qui a été mis à travers le monde. Aujourd'hui, c'est une profession qui est mondialement, en fait, réglementée. Alors, pas forcément sur des plans juridiques, mais en tout cas sur des référentiels professionnels communs, ça c'est sûr, et qui évolue en fait d'un bloc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toute la profession qui se donne de nouvelles règles. Donc, ça commence tout doucement, vraiment tout doucement. C'est-à-dire que la mission du conservateur, c'est de conserver en l'état. Encore aujourd'hui, avec des anecdotes assez drôles, je vais vous en raconter quelques-unes, mais aujourd'hui, un conservateur, parfois le bon sens s'efface devant l'impératif d'immuabilité de l'œuvre. C'est quand même très clair. Ça reste une tradition professionnelle extrêmement forte. Alors, je vais commencer par un premier exemple. Et en fait, j'ai décidé hier soir de commencer par cet exemple parce que j'ai écouté le premier séminaire où on a parlé un peu de Clément Greenberg et de peinture.
Et en fait, ça m'a rappelé, cette anecdote que je vais vous raconter. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Baselitz, qui est un artiste allemand assez important, encore vivant, qui a une rétrospective à Beaubourg en ce moment. Il se trouve qu'il y a 10 ans, il a eu sa première rétrospective en France au Musée d'Art Moderne, dont j'étais à l'époque secrétaire générale. Et puis, à la fin de l'exposition, il y a un cocktail dînatoire. Bon, voilà, donc il y a un certain nombre d'artistes invités parmi ses grands amis, etc. Tous ces gens étaient très heureux de se retrouver. Enfin, voilà. Et puis, bon, évidemment, quand on a fait un peu d'histoire de l'art, voir ensemble Baselitz et Toroni, ça fait quelque chose, quoi, quand même. Et puis là, tout à coup, il part dans une grande tirade et Baselitz dit à Neil Toroni, « Tu es un grand artiste ». Et là, Toroni lui répond, « Non, toi, tu es un grand artiste, parce que tu racontes des histoires. Moi, je suis un peintre. » Et effectivement, Toroni est un peintre. Et d'ailleurs, ce mythe de l'artiste, ça fait partie aussi, alors c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à travers l'histoire de l'art moderne et contemporain. Cette question du mythe de l'artiste à travers son médium ou du médium qui définit le mythe de l'artiste. Bon, le mythe de l'artiste, c'est un thème récurrent, mais donc ça va être Tinguely qui tordait des bouts de métal dans la forêt, ou César déjà à l'époque qui compressait des objets, voilà. Et Neil Toroni va beaucoup jouer avec ça, puisque en fait le principe, l'œuvre, le protocole de Neil Toroni, vous l'avez sous les yeux. Neil Toroni, il a passé sa vie à peindre avec le même pinceau, de la même taille exactement, des touches de peinture in situ dans un certain nombre de musées dans le monde. Il s'est représenté à plusieurs reprises, donc assumant pleinement à la fois l'auctorialité de sa position, son statut d'auteur, et il n'a jamais fait faire, contrairement à d'autres peintres comme Sol Lewitt ou d'autres, il n'a jamais fait faire, c'est toujours sa main qui intervient, toujours de la même façon, avec la même taille, etc. Alors, il y a d'autres peintres qui ont travaillé un peu de cette façon-là, comme Liu Fan, par exemple, mais lui, il peint sur toile, alors que Neil Toroni peint sur mur, toujours. Et il s'est représenté à plusieurs reprises en peintre en bâtiment. Ça fait partie de sa mythologie, etc. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cet exemple-là ? Eh bien, parce que, comme c'est de sa main, c'est une œuvre. C'est un objet, c'est une œuvre originale, c'est in situ, ça ne peut pas bouger. Et ça peut d'autant moins bouger que, vous allez le voir, c'est à plusieurs endroits dans le musée. Vous en avez ici également. Et en particulier, donc l'œuvre que je vous montre, c'est celle du cabinet en fait de Neil Toroni, qui est dans un coin en fait du musée, dans un endroit qui est dans creuse en fait quelque part du musée. Et donc c'est son cabinet de peinture. Et pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'en fait, il a fait une exception à son travail, qui est ici en fait. Alors je ne sais pas si, non, je ne peux pas montrer avec ma souris, mais vous voyez la bande rouge ici, voilà. En fait, elle n'est pas sur peinture cette bande rouge, elle est sur calque. Et avec le temps, ce calque, qui au départ allait jusqu'en bas, jusqu'au sol, petit à petit, ce calque a commencé à se déliter, évidemment, à s'abîmer à la faveur des passages des machines et des enfants qui jouent, qu'on ne peut pas toujours voir dans ce petit coin. Et plusieurs fois, Neil Toroni est passé, et j'ai moi-même assisté à plusieurs de ces scènes avec le directeur du musée et les conservateurs, visiter son cabinet. À chaque fois que Neil Toroni venait dans le musée, il allait voir son cabinet, et puis à chaque fois, il disait « mais c'est quand même une honte ». Ce truc, voilà, c'est dents de souris, quoi. Et à plusieurs reprises, lui disant, moi, je prends un petit cutter, puis je coupe, quoi. Et là, les conservateurs lui disant, non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire, soit l'œuvre reste comme ça, soit on la restaure. Et si on la restaure, et lui disant, mais c'est pas possible, parce que si vous la restaurez, c'est pas possible de le restaurer réellement, en fait, parce que le calque fait que, donc ça sera plus de ma main. Donc, c'est pas possible, en fait. Et là, on a un conflit très fort, en fait, de légitimité. Et sauf que c'est pas l'artiste qui a raison juridiquement, c'est le conservateur qui a raison. Jusqu'au jour où, voilà, il est venu avec un cutter. Et donc, c'est droit maintenant. Mais personne n'est au courant. Voilà. Donc, ça, c'était l'histoire de Neil Toroni. Je vais vous parler maintenant, peut-être que vous avez des remarques sur Neil Toroni ou... Et donc, cette œuvre-là, elle pose la question de l'auctorialité, de l'œuvre originale, de la question de la pérennité du matériau, de la question de la pérennité de l'œuvre in situ. Ce qui fait la valeur de l'œuvre,
c'est sa pérennité in situ. Mais pour reprendre, puisque vous parlez de Greenberg la dernière fois, c'est que c'est un exemple assez intéressant du moment où la peinture, c'est pas juste le canvas. La peinture, c'est la totalité d'une technique et puis d'une technique de process et d'un environnement. Comme on parle du livre, quand on parle de la peinture, c'est toute une série de formes qui peuvent être différentes, puisque c'est ça le principe par ailleurs de la peinture moderne qui a remis en cause cette question aussi de l'octorialité de la peinture. Et Toroni, il parle beaucoup de ça, il revient à ça, à cette octorialité, à ce fait qu'il en est l'auteur, il en est l'acteur de sa main, contrairement encore une fois à des gens comme Sol Lewitz par exemple. Un Sol Lewitz qui fait aussi des peintures in situ, c'est pas grave, on désactive, c'est-à-dire qu'on repeint par-dessus puis on refait, puisque c'est pas lui qui fait. Là, c'est lui qui fait. Donc, ça pose des questions spécifiques. Vous avez des questions? Alors, je vais vous donner un autre exemple qui s'appelle Le Train Fantôme d'Hélène Sturtevant. Alors, Hélène Sturtevant, c'est une artiste un petit peu particulière puisque c'est une artiste plagiaire. Une bonne partie du travail d'Hélène Sturtevant, qui est morte maintenant il y a quelques années, c'est un travail qui vise à refaire des œuvres d'autres artistes. Donc, elle a refait des œuvres de Duchamp, elle a refait des œuvres de plein d'autres artistes. Donc, c'est une faussaire volontaire, Hélène Sturtevant. Du coup, ça change aussi cette fameuse question de l'octorialité, c'est-à-dire qu'elle s'approprie le travail d'autres, et par ailleurs, elle fait des installations et des performances qui comportent des œuvres de sa main, qui elles-mêmes sont inspirées d'œuvres d'autres, et de produits manufacturés, d'objets manufacturés. Et en particulier, elle a fait ce House of Horror, qui est un train fantôme, un vrai train fantôme. Si je dis un vrai train fantôme, ça a son importance, puisque la volonté de l'artiste de House of Horror, c'est effectivement que l'on monte dans le petit train pour découvrir notamment ces statues, ces œuvres, qui sont elles-mêmes directement inspirées d'un certain nombre d'œuvres, notamment du cinéma populaire. Donc là, c'est Hairspray. Voilà. Et elle utilise également des objets qui, eux, ne sont pas de sa main, puisque ces petites voitures ont été achetées dans une foire. Voilà. Et cette œuvre est en fait une installation. En tant que telle, c'est-à-dire qu'elle a été créée pour une exposition in situ dans le lieu, avec, comme ça arrive souvent dans l'art contemporain, on fait, puis après on voit comment on se débrouille. On n'a pas vraiment réfléchi au départ, savoir ce qu'on allait en faire. Donc à la fin de l'exposition, on a stocké tout ça, puis on l'a mis dans un coin. Quelques années après, l'artiste s'inquiète du devenir de son œuvre, une rétro, on sait qu'elle est très malade, elle est très proche du musée, elle se rapproche du musée, le directeur souhaite refaire une rétrospective d'Hélène Sturtevant, donc réactiver cette œuvre. À cette occasion, on se rappelle qu'elle est stockée et qu'elle coûte très cher en stockage, y compris les petites voitures et les rails, et que l'artiste souhaite en faire don au musée. Alors c'est un don empoisonné, ça arrive souvent dans ces cas-là. Oui, ici il y a le mythe de l'artiste et puis la réalité quand même, c'est qu'à un moment donné, voilà, c'est un don. Et puis on commence à discuter de qu'est-ce qui est dans le don, qu'est-ce qui n'est pas dans le don, etc. Et là malheureusement l'artiste meurt, donc on n'a pas le temps de finaliser. Et là se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qui fait partie de l'œuvre. Qu'est-ce qui fait partie de l'œuvre, à savoir est-ce que tous ces objets, tous ces matériaux font partie de l'œuvre. Et là, on a eu un débat, et quand je dis un débat, c'est que moi j'ai eu un débat très lourd avec les conservateurs que j'ai gagné à l'époque. On a eu un débat sur, et moi ma question c'était pas seulement l'argent etc. C'était mais qu'est-ce qui fait partie de l'œuvre et de quoi on part. Et à un moment donné, il y a quand même un argument qui est de partir de la forme que l'artiste a voulu donner à son œuvre et donc de sa volonté. Or, sa volonté, c'est quoi? C'est qu'on monte dans le petit train. C'est qu'on fasse du petit train. Parce que c'est ça l'œuvre. C'est une activation. C'est une interaction avec le public. Or, cette œuvre, elle coûte 200 000 € à peu près à réactiver, c'est-à-dire à réinstaller à chaque fois qu'on le fait. Et parce que, voilà, c'est du polystyrène, c'est compliqué, enfin, bref. Et moi, j'ai fait une petite recherche, puis j'ai constaté que juridiquement, en fait, les normes de sécurité des fêtes foraines, ça changeait tous les 5-6 ans. Et que donc, de toute façon, cette œuvre, on ne pourrait pas la remontrer plus que tous les 10 ans, et que donc, forcément, quand on la remontrerait, eh bien, ça ne serait pas aux normes, et que donc, on ne respecterait pas la volonté de l'artiste, et que donc, on trahissait l'œuvre elle-même, puisqu'on ne pourrait plus monter dans les petites voitures, si les objets restaient partie prenante de l'œuvre. Et donc, il a été décidé effectivement que les petites voitures et les rails ne seraient pas dans l'œuvre.
Alors, au final, on a gardé quand même un exemplaire de la petite voiture, on a laissé dans l'œuvre pour pouvoir éventuellement les refaire. Mais c'est une vraie question parce que c'est là où on se rend compte que autour de ces œuvres d'art contemporain très composites, dans leur intention comme dans leurs matériaux, joue un jeu d'acteurs très important et qu'il y a, au sens effectivement de Crozier, des marginaux séquents, peut-être que j'en étais un à ce moment-là, qui à un moment donné vont avoir des pieds dans plusieurs univers. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'art, qu'est-ce que c'est que la volonté de l'artiste, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, puis qu'est-ce que c'est que la loi, qu'est-ce que c'est que l'argent du contribuable et de l'intérêt général. Voilà. Et donc là, ça pose la question de la différence entre l'œuvre matérielle, composée de matière, l'œuvre tangible qu'on peut toucher, et l'œuvre réactivée, et le protocole qui, lui, est en fait ce qui doit faire partie de la collection. Et ça, c'est le débat qu'il y a actuellement dans les questions de conservation, c'est est-ce qu'on parle de protocole ou est-ce qu'on parle d'objet? Oui. Merci. J'interviens. Vous avez pas posé de le faire. Alors, je voudrais sur la diapo d'avant, sur le marginal séquent, je voulais vous remercier de le citer parce que c'est une sorte de dénomination d'un des acteurs qui m'intéresse beaucoup. Donc là, je me demandais si le marginal séquent, c'était l'artiste. Et là, vous dites que c'était vous, en fait, dans la démarche de la gestion de l'œuvre. C'est ça, hein? Ah oui. L'artiste n'est pas marginal séquent. Il a une position. Et d'ailleurs, en général, il n'en a qu'une. Il a une volonté par rapport à l'objet et à son, en l'occurrence dans le cadre d'installation et de performance, à son usage et à sa performance. Le conservateur est dans une autre position. C'est ça. Et à un moment donné, ce dont on se rend compte, c'est que si ce secteur est en train de bouger, de réfléchir, notamment à cause de ce qui se passe dans l'espace public, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en situation de marginoséquence, soit parce qu'ils vont introduire d'autres éléments de décision, le coût, le développement durable, les contraintes juridiques, etc. Soit parce que ce sont des conservateurs qui sont en train de bouger, de se positionner différemment. Soit parce que, et ça c'est quand même une particularité, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes vivants et qui se manifestent aussi. Et est-ce que vous êtes considéré dans votre milieu comme tel ou est-ce que c'est vous qui vous donne, on va dire, l'occasion de faire une action qui soit un peu en tant que marginal séquent, quoi. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, qui prend forme dans votre milieu en général? Alors, je ne suis pas la seule, hein. On est assez nombreux dans ce cas-là, mais oui, disons, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être recrutée sur des postes spécifiquement parce que j'avais cette double compétence, peut-être une double légitimité, voilà, de pouvoir, parce que ça, c'est une autre particularité des musées. Pas que français, hein, dans le monde, mais enfin ça ressemble beaucoup au monde de l'université, hein, c'est-à-dire qu'il y a les scientifiques et il y a les autres. Et donc il y a la conservation et la régie éventuellement, et puis il y a tout le reste. Or un musée, c'est un jeu d'acteurs qui est beaucoup plus global que ça. Et donc de plus en plus se développent dans le monde des musées des métiers qui sont beaucoup plus séquents forcément, de gens qui maîtrisent à la fois l'histoire de l'art et la gestion ou la production. C'est le cas aussi beaucoup des métiers de production en particulier. Et ça, on le verra dans l'espace public aussi, l'émergence du producteur, et ça fait partie des choses sur lesquelles moi je travaille en termes de formation professionnelle. L'émergence du producteur, c'est un marginal séquent par définition, le producteur. Parce qu'à un moment donné, il doit comprendre la volonté de l'artiste, le souhait de l'artiste, il doit connaître les techniques liées à l'art, mais il doit à un moment donné rendre les choses faisables dans le réel. Et donc forcément, il doit comprendre le réel, y compris les autorisations aux ABF, les chevilles chimiques et toutes ces choses-là, quoi. Une autre question sur la même diapo. Est-ce que ce cas, ça pourrait faire un peu comme une jurisprudence de comment on peut mettre en place des méthodologies pour sauvegarder des œuvres qui demandent à être réactivées, je pense aux œuvres virtuelles, en fait? Oui, c'est-à-dire que c'est un exemple qu'on cite assez souvent, il y en a d'autres. Mais oui, petit à petit est en train de se créer un catalogue de cas, en fait. D'accord. Donc on pourrait citer notamment, on en parlait tout à l'heure, la nouvelle directrice de l'École des Beaux-Arts, Alexia Fabre, avant d'être directrice de l'École des Beaux-Arts. Elle était, jusqu'à il y a quelques semaines, directrice du MACVAL. Et à ce titre, elle avait en charge toute la collection de ce qu'on appelle les 1%,
Je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est les... Alors, le 1%, c'est quelque chose qui existe, qui a commencé à être mis en place à la fin des années 30 sous le Front populaire et qui est devenu obligatoire dans les années 50. C'est ce qu'on appelle le 1% d'obligation de décoration des bâtiments publics suite à travaux publics. D'accord. C'est ce qui fait que vous avez partout en France, sur les ronds-points qui sont devant les collèges, des œuvres d'art. C'est l'obligation en fait de consacrer 1% du budget. Et en fait, c'est un énorme problème en France parce que c'est une très belle intention, mais ça pose un problème de conservation. Et d'ailleurs, très souvent, ça devient des cages de foot, d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a très peu de transmission de la mémoire, de la réalité du fait que c'est une œuvre, pour les raisons qu'on verra tout à l'heure. Mais voilà. Et donc, Alexia, elle a en particulier pris en charge un inventaire un peu précis, un suivi des œuvres de tout le département du Val-de-Marne, notamment toute une collection de Dubuffet absolument magnifique. Et elle a commencé à parler pour la première fois de la notion de copie d'exposition dans l'espace public, du fait qu'il faudrait dissocier la maintenance de la restauration. Voilà. Donc ça commence en fait. C'est vraiment un débat qui est en cours de façon très importante aujourd'hui dans les musées. Merci. Je peux continuer en fait. C'est intéressant. Tu disais deux choses, Karine, qui sont intéressantes. Déjà, il y a effectivement cette idée de jurisprudence. Donc, on fait vraiment qu'en fait, si on parle du dialogue, on va aussi parler du dialogue entre le cas et la loi, enfin, le cadre juridique. Et donc, il va y avoir là le cas où on va en fait, une jurisprudence, c'est quand même prendre un cas pour dire, bon, bah voilà, juridiquement, ça va se passer comme ça. Donc, c'est une sorte de transformation, enfin, pas de transformation, mais d'adaptation finalement du cadre juridique pour que ça soit faisable et que ça corresponde. Donc, vraiment là, il y a vraiment une discussion où le juriste donc devient un acteur autour de l'ingénierie de la création, puisque c'est lui qui va statuer sur un certain nombre d'aspects. Et donc, c'est encore une autre voie de l'espace public qui parle. Alors, le juriste ne statue que s'il y a un contentieux. Oui. Tant qu'il n'y a pas de contentieux, ça reste les professionnels. Apparemment, il y en avait c'est pas allé à ce stade-là. C'est pas allé à ce stade. Donc là, dans ce cas-là, c'était pas une jurisprudence qui avait été touchée, mais ça aurait pu, ça peut pas arriver à quelque chose comme ça. Après, il y a une forme d'expertise probablement auquel le juriste va faire appel pour pouvoir répondre à la question. Donc ça renvoie encore à une autre dynamique, mais il y a quand même un jeu très fort. Il y a quand même une consonante très forte qui est l'aspect juridique. Oui, mais tu peux avoir un aspect juridique sans juriste. C'est-à-dire que tu n'as de juriste. Enfin, c'est une... Non, je glisse en fait. Mais c'est important parce que c'est une notion de conflit ou pas conflit. En revanche, il y a une jurisprudence en création parce qu'il y a un changement de référentiel professionnel, mais c'est les professionnels eux-mêmes qui changent leur référentiel, sans qu'il y ait besoin d'un conflit extérieur en quelque sorte. Mais oui, surtout, c'est en train de faire changer les choses sur la façon dont on gère la situation une fois qu'elle est intervenue. Mais ce qui est en train surtout de changer de plus en plus, et ça c'est quand même heureux, mais pas toujours et vraiment pas partout, c'est l'amont en fait qui est en train de changer. C'est que progressivement, on est en train de changer le rapport à l'artiste, à la contractualisation avec l'artiste, à la contractualisation avec le producteur, et à la question de son droit d'auteur, et notamment de son droit moral, puisque vous savez que le droit d'auteur, c'est à la fois du droit moral et du droit patrimonial. Là, c'est plutôt de droit moral qu'on parle. Parce qu'en fait, ce dont on parle là, c'est une vraie contradiction par rapport au principe juridique français, c'est-à-dire que le principe de la collection immuable, elle est contraire au principe du droit moral de l'auteur, en fait. Et donc, c'est là où il y a de la jurisprudence, par contre. C'est quand l'artiste fait intervenir son droit moral, et ça arrive souvent. On pourrait parler, tiens, c'est un cas que je n'ai pas mis, mais du Creuset du Temps, place de Catalogne, en ce moment où il y a une destruction prévue de la fontaine. Est-ce que c'est une œuvre, est-ce que ce n'est pas une œuvre, et où l'ayant droit de l'artiste fait valoir le droit moral, et où ça s'oppose à la question de la collection, puisque comme ce n'est pas considéré comme une œuvre, ça n'est pas immuable. Voilà, donc ces questions-là, il faut avoir conscience quand même que l'immuabilité et l'inaliénabilité, c'est un élément protecteur du droit moral et c'est un élément figeant du droit moral. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, par principe. Les autres, parce que aussi, Karine, tu allais très très vite sur un sujet, mais qui en fait pourrait être extraordinairement intéressant et je pense pas mal à certains participants qui sont là. Tu as parlé de l'œuvre numérique, en fait, très rapidement. Et en fait, ça... J'ai fait exprès de dire virtuel parce qu'en ce moment, on est en train de chatouiller les oreilles d'Étienne Armand. Exactement.
En fait, je vais juste dire une petite anecdote. C'est par exemple, j'ai un artiste avec qui j'échange au Canada qui était au Cirque du Soleil, qui fait des œuvres interactives et qui est passé justement à la réalité virtuelle. Et il se pose la question avec des alter ego du Canada sur comment ils vont maintenant en fait conserver leurs œuvres. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Et c'est à ça que je pensais quand je disais jurisprudence. Je ne voulais pas dire exprès jurisprudence dans le sens de la problématique des droits d'auteur que je connais un tout petit peu, mais plutôt comme vous m'avez répondu, dans le sens d'une sorte de cas pour pouvoir les utiliser pour commencer à réfléchir sur la conservation de ces œuvres qu'il faut réactiver, quoi. Et justement, la réactivité de ces œuvres, elle est problématique parce qu'on fait appel à des technologies qui, pour le coup, elles ne sont pas des œuvres et elles évoluent très très vite. Ouais. Et ce qui a deux conséquences, hein, c'est qu'une œuvre, alors pour le coup numérique, qu'elle soit virtuelle, enfin de l'ordre du numérique, je pense, a besoin d'une machine, hein, enfin d'un appareil pour fonctionner, et que lui va très très vite. Et donc on a des logiciels, alors on n'est pas dans le cas de l'œuvre, mais j'imagine que ce sera la même chose pour le cas de l'œuvre. On a des logiciels qui ne fonctionnent plus justement parce que les technologies qu'on utilise ont évolué. Et au contraire, ça c'est une des grandes expériences à Palo Alto. Donc ils avaient, dans les années 70, c'est ça, ils avaient développé des programmes qui marchaient pas très bien. Et en fait, ils pensaient ils savaient pas trop pourquoi, mais en fait c'est parce que les machines n'étaient pas assez puissantes. Et ils ont fait refonctionner certains algorithmes sur des machines beaucoup plus puissantes, et ça faisait ce qu'ils avaient prédit. Donc il y avait aussi le fait que là, pour le coup, l'expérience donnée aux spectateurs, enfin aux gens qui admirent l'œuvre, a complètement évolué. Alors si on parle d'une œuvre, pour le coup, on change complètement l'intention de l'artiste. À partir du moment où on a changé la technologie avec laquelle l'œuvre numérique ou virtuelle, pour le coup, évolue. Donc on risque finalement, au travers de l'évolution de la technologie qui, elle, ne fait pas partie de l'œuvre, peut-être, à questionner, hein, mais fait que en fait, l'expérience donnée va être complètement différente. Et donc on trahit l'intention de l'auteur. Palo Alto, il ne faut quand même pas oublier. Hein. Palo Alto, c'est la côte ouest, hein. C'est pas la côte est. Et donc, développe. En fait, je pense que la discussion qu'on a là, c'est une discussion qui est très anthropologiquement centrée vieille Europe. Voilà. Ou donc côte est des États-Unis aussi. Hein. C'est-à-dire avec, comme tu le disais, une dimension très sacralisante de l'œuvre. Alors que, tu es mieux placé que moi pour le savoir, en fait, tu as beaucoup de pays d'Asie où le problème n'est pas du tout de garder le truc qui ne bouge pas, conservé dans la naphtaline, hein, mais de dire, bon, en fait, une fois que c'est usé, on le reconstruit et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une anthropologie du temps. C'est le geste, en fait. Il y a une anthropologie, ouais, alors, puis il y a un rapport au temps qui est, et c'est pour ça que je dis pour y avoir vécu un certain nombre d'années, dans la Silicon Valley, en fait, je pense que le problème de dire on va trouver un ordinateur qui le fait mieux que ce qu'il y avait à l'origine, si tu veux, dans la culture, ne défrise personne. Pour dire mais je pense que, alors, ce qui est dit là, et j'insiste là-dessus, hein, cette notion de la collection, de l'immuabilité de la collection, c'est d'abord une question très récente et c'est une question totalement européano-centrée. Et c'est aujourd'hui une question. Demain soir, je participe au colloque déontologique de l'ICOM, le Conseil international des musées, où je coanime le groupe sur le développement durable. Et c'est aujourd'hui une question sous l'apport, en fait, d'autres cultures muséales. On est en train d'évoluer parce que d'abord on se rend compte de l'impact environnemental, mais aussi parce que quand on prend en compte toutes les questions du développement durable et notamment la question des droits culturels, etc., la question de l'objet dans le musée et de son immuabilité, elle est posée tout à fait différemment. Donc c'est en train d'évoluer très fortement ces questions-là. Ce dont je vous parle, c'est un temps donné, je pense. On est à la croisée d'un certain nombre de chemins. Et notamment, on pourra y revenir sur la question des œuvres numériques ou vidéo, qui sont celles sur lesquelles j'ai un peu plus travaillé. En fait, dans une logique française, une vidéo, en fait, dans une collection publique, c'est 4 éléments. Ce qui est assez dingue, en fait, quand on y pense. C'est le contenu, c'est le master, l'objet possédé par le musée qu'il est censé conserver en tant qu'objet, c'est le support de projection,
avec ces évolutions possibles ou pas. Et c'est le support de projection évolué, c'est-à-dire ce qui permet de réactiver. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un peu démentes en fait quand on y pense dans la question de l'immuabilité de la conservation. Donc encore une fois, que ce soit sur la question de l'impact environnemental, que ce soit sur la prise de conscience du fait qu'on est effectivement sur un paradigme très européano-centré, enfin occidental en gros, parce que pour le coup, même pas. Je suis pas certaine. Alors tous les musées de la côte ouest appliquent les standards artistiques. Oui, bien sûr, mais tu vois, par rapport à cette histoire d'une œuvre numérique, je pense que pareil. Ah si. Dans le musée, oui, mais tu vois, par rapport à la mentalité locale, ça, je comprends que voilà que la question se pose pas tout à fait dans les mêmes termes. Ouais. Voilà. Je dis pas dans le musée, non, évidemment. Oui, c'est conservé de la même façon qu'en Europe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est une question là aussi de jeu d'acteurs et de rapport de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir mondial, en fait, sur ces questions-là, il est lié au fait d'obtenir les conditions de conservation les plus démentes par rapport à l'œuvre qu'on prête, en fait. Donc, c'est une question de rapport de force. Ah oui. Donc, en gros, voilà, et c'est ça qui est un peu peut-être en train de changer, j'espère. Oui, c'est vrai, il y a un petit peu de sujet, mais c'est... Étienne, on ne t'entend pas, en fait. Oui, pardon. Je me permets d'intervenir à ce stade parce que ça nourrit d'abord une référence que vous avez certainement tous et toutes en tête, qui est celle du bateau de Thésée, expérience de philosophie, à partir de quand le remplacement des différentes pièces d'un bateau fait qu'il y a intégrité et continuité dans le bateau en question, donc en l'occurrence l'œuvre. L'autre point, c'est cette notion de vision de l'œuvre ou de l'objet, la pièce séparée de son, comment dire, enfin ontologiquement autonome, avec une forme d'autonomie telle qu'on la considère comme conservable, et cette notion de conservateur même, puisque bon, c'est un peu bête, hein, mais dans la lutte contre l'inéluctable disparition des êtres et des choses, cet idéal type assez occidental certainement, mais tout de même peut-être ailleurs présent, c'est pas voilà, quelqu'un qui assure la maintenance, c'est une conservation. Et donc dans les œuvres, dans les temples japonais qu'on peut visiter facilement, où on nous explique depuis 4 siècles, ils ont été reconstruits par branches, donc là ça rejoint le bateau de Thésée, hein. Donc il y a des logiques, on va dire, un peu plus systémiques, je pense, dans l'intégration du vécu. Alors un temple, c'est pas une œuvre, hein, c'est un bâtiment, c'est une œuvre aussi, mais bien sûr que c'est une œuvre, mais c'est pas n'importe quelle œuvre. Donc ça m'interroge sur la vision. Au sens de Riegel. Pardon? C'est en tout cas un monument historique au sens de Riegel. Donc en tant que tel, ça nécessite une conservation. C'est un cas particulier, c'est ça que je veux pas laisser penser tout sur la base des temples, mais j'en termine là juste pour dire que c'est vrai que cette dimension, à mon avis, alors ça me fait associer à la fin sur le fétichisme de la marchandise par Marx, hein, dans sa vision marxiste, hein, c'est-à-dire pas dans celle de Freud, avec, en fait, c'est parce que je retravaille un peu dessus ces derniers temps, avec l'idée que le fétiche vu par Marx, ça n'a rien à voir avec le fétichisme libidinal, mais est considéré comme un objet produit par l'homme, mais dans lequel il y a bien davantage que ce que l'homme peut reconnaître, et donc qui le surpasse. Et qu'il y a quelque chose qui, du coup, est difficile à ressaisir. En fait, voilà. Donc l'idée que je veux développer, proposer, c'est que dans n'y aurait-il pas une spécificité transcendantale à l'œuvre, telle que le simple idée de vouloir la conserver et de maintenir son intégrité soit évidemment essentielle, puisqu'elle a une valeur du sacré, on pourra y rejoindre et tout, mais qu'en même temps c'est impossible, ou ça pose une impossibilité même, puisqu'elle dépasse et ceux qui l'ont fait et ceux qui en héritent. Alors, c'est un peu philosophique, mais ça me paraît... Et je termine, ma longue intervention, désolé, ça devient compliqué, mais simple. Pour les œuvres numériques et le parallèle avec le physique, dans la matérialité même, dans les œuvres, de toute façon, ont toujours une dimension technique ou technologique, à minima. Et donc, en ce sens, on peut créer un continuum. Il y a cette histoire de réactivation que vous avez évoquée, du train fantôme, j'ai adoré. Et donc, moi, dans ma vocabulaire, c'est l'instanciation de l'œuvre, c'est-à-dire comment elle va se réinstancier. Alors, c'est un terme que je préfère actualiser pour des raisons que je pourrais développer, mais ce n'est pas le propos. Mais en tout cas, dans cette tentative de réinstancier des choses qui ont été, pendant 10 ans, dans 30 ans, quels seront les codes et les contraintes d'exploitation du train fantôme, parce qu'on n'aura peut-être même plus le droit de se mettre en danger, de quoi que ce soit. Eh bien, nécessairement, il y a une négociation et donc un travail de design
de réactualisation ou de réinstanciation dans mon vocabulaire, qui va réintégrer l'intentionnalité artistique et la valeur transcendantale de l'œuvre comme paramètre du design de réactualisation et de maintenance ou de conservation selon le régime. Voilà, merci. Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, plus je commence à toucher doucement, hein, parce que c'est pas mon domaine du tout, le design n'est pas. Plus je trouve qu'effectivement, ce sont des paradigmes qui sont assez opérants, en fait, sur le fait qu'à un moment donné, il faut construire par une négociation une forme qui va réussir à respecter ce que va être l'intentionnalité de l'artiste et le rapport au public. Et donc ça, oui, c'est tout à fait passionnant. Pourquoi c'est très récent? Parce qu'avant Alan Capro, il n'y a pas vraiment de performance. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un recul historique qui est très très faible. Donc c'est normal que ces questions. Puis je vais vous montrer un autre exemple parce que d'abord parce qu'il vient de mourir et puis parce que je l'aimais beaucoup et que j'ai beaucoup eu l'occasion de travailler sur cette pièce. Christian Boltanski, on parlera peut-être après Nuala van den. Je continue à vous raconter des anecdotes parce que finalement c'est souvent comme ça. C'est assez une façon de poser en tout cas des questions. Pourquoi je vous montre cette œuvre-là que vous connaissez peut-être? C'est la réserve du musée des enfants. Alors, c'est un peu le même principe que Toroni. Hein. Alors, tout ça, c'est une grande époque. Hein. Il faut avoir conscience que je vous montre pas seulement les œuvres du musée d'art moderne parce que c'est celles que je connais, c'est aussi parce que c'est un exemple assez unique hein, dans le monde d'un nombre d'œuvres in situ assez important. Alors, pourquoi elles sont aussi importantes? Pour des raisons institutionnelles. C'est qu'en fait, à l'époque de Pierre Gaudibert, puis de Suzanne Paget, enfin Pierre Gaudibert qui est l'inventeur en fait du centre d'art moderne et de la médiation culturelle en France avec son homologue ancien directeur du centre Pompidou, je viens de perdre son nom, suédois. Il se trouve que l'Arc, qui est en fait à l'époque la partie centre d'art en fait du musée, a une autonomie et une liberté de faire tout et n'importe quoi. Ce qui fait que Merce Cunningham vient danser au milieu des œuvres de Warhol et qu'il se passe des choses assez incroyables en France à ce moment-là. Mais la contrepartie, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Mais alors du coup, pour avoir des œuvres, en fait, il faut intervenir les artistes in situ, puisqu'ils n'ont pas de budget pour les acheter. Ils ont juste du budget pour produire des expos. Et donc, tous ces jeunes artistes, Annette Messager, Neil Toroni, Christian Boltanski, ils vont juste ils vont faire des trucs dans les caves, dans les coins, et il en reste pas mal. Et notamment, il reste cette œuvre qui est la réserve du musée des enfants, qui est composée en fait. Alors, la pièce que je vous montre, en fait, c'est la réserve 2. Et en fait, c'est au sous-sol hein, du musée. Et c'est un alignement de 3 pièces. Vous pouvez aller voir, hein, c'est activé actuellement. De 3 pièces plus un cabinet caché. Dans le cabinet caché, il y a un mobile très à la Calder qui bouge. Vous le trouvez, vous le chercherez. Mais dans cette réserve du musée des enfants, il y a une première pièce qui est composée d'étagères avec des vêtements d'enfants. Une deuxième pièce qui est composée de ce qui s'appelle la salle du téléphone et qui est composée de téléphones et d'annuaires. Et une troisième pièce qui est celle que vous voyez là, qui est composée, donc plus classique dans le travail de Boltanski, composée de portraits d'enfants, en général qui prend dans les annuaires du Club Mickey et d'ampoules à filaments qui éclairent ces enfants. Ces 3 pièces, elles posent toutes des problèmes de conservation et de restauration insolubles, parce que inutile de vous dire que l'annuaire, ça n'existe plus vraiment. Hein, donc remplacer les annuaires qui, quand même, malgré le fait qu'il y a un gardien tout le temps, ont tous fini par être plus ou moins volés. Que quand les mythes se sont mis dans les vêtements des enfants, il a fallu changer les vêtements. Donc là, on a fait un appel aux dons auprès des gardiens du musée. Enfin bref, mais tout ça, c'est des choses qu'on fait informellement parce que c'est quand même compliqué, quoi. Mais tout ça n'est pas complètement fait pour durer. C'est-à-dire que on patrimonialise des choses. Christian Boltanski lui-même, voilà. Et l'exemple le plus dingue, c'est celui que je vous montre. C'est que quand il a fallu restaurer, puisque là, vous le voyez avec toutes les ampoules qui fonctionnent, mais il y a un moment, les ampoules, elles grillent. Et donc, à un moment donné, on a proposé, avec l'accord de l'artiste, de remplacer les ampoules à filaments par des ampoules LED. Et la commission de conservation de la DRAC a refusé. Et donc, j'ai fait appel à un décorateur de cinéma qui a trouvé un vieux stock de lampes en République tchèque. Il m'a remplacé ça. Voilà, pour la prochaine fois, je ne sais pas comment ils feront. Mais voilà, tant qu'on peut, on fait, quoi.
Donc ça pose évidemment des questions un peu incroyables, quoi. Et cette question des éclairages en particulier, donc il y a 2 grands sujets qui font rire tous les conservateurs, parce que bon, quand même les gens ont de l'humour, quoi. C'est cette question des éclairages et puis la question des fontaines dont je vous parlerai tout à l'heure, parce que c'est toujours très très drôle. C'est pour ça qu'il n'y a aucune fontaine avec des œuvres d'art contemporain qui marchent. C'est parce qu'on est censé remplacer l'identique et ça ne marche pas. Voilà, donc l'exemple du musée des enfants. Je vous montre un autre exemple qui, là, n'est pas complètement un sujet. Alors, je suis désolée, cette image est très mauvaise. Qui est le travail d'Ulla von Brandenburg, que vous connaissez peut-être. Ulla von Brandenburg, elle a eu une rétrospective il n'y a pas très longtemps au Palais de Tokyo. Mais en l'occurrence, l'œuvre que je vous montre n'est pas... Si, ça, c'est une œuvre du Palais de Tokyo. Mais l'œuvre dont je voulais parler est une œuvre particulièrement intéressante qui a été présentée à la Biennale de Venise de 2009, dont je n'ai pas retrouvé d'image, malheureusement. Moi, je l'ai prise en photo, mais je n'ai pas retrouvé des photos. Qui est une œuvre qui a été également activée à Nuit Blanche l'année suivante, en 2010, et qui, en fait, crée un labyrinthe de tissus. Et ce labyrinthe de tissus pastel aboutit à une vidéo qui est un film silencieux et avec une bande musicale qui est prise à l'intérieur de la villa Le Corbusier, à côté de Lille. Et donc là, toute la question est qu'est-ce qui fait partie de l'œuvre? Et en fait, en réalité, ce qui est œuvre, c'est-à-dire ce qui est conservé dans une collection, c'est la vidéo. Et en revanche, les instructions, le protocole veut que cette vidéo ne peut pas être montrée si on ne reconstruit pas le labyrinthe de tissu, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est un moment où on a une dissociation de l'objet du protocole. Ben, ça veut dire que, dans la pratique, si ça devait être réactivé, on recréerait un labyrinthe de tissu. Oui, exactement. Avec du tissu neuf. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais avec la même vidéo. Oui. C'est ça le protocole. D'accord. Mais la vidéo, elle a un master qui est dans une des collections publiques, mais elle peut avoir plusieurs exemplaires. Et le labyrinthe a un plan? Oui. Donc c'est très, tout est quand même très très précis. contrôlé. Oui, tout à fait. C'est un protocole, clairement. Et ça, c'est entre guillemets l'avenir pour pouvoir conserver ces œuvres-là. On voit bien que c'est le sujet, quoi, quand même. Alors, maintenant, je vais commencer à vous parler d'espace public. Je suis désolée, des guillemets un peu bizarres. Je vais vous parler d'espace public et notamment de la façon dont, quand un certain nombre d'artistes passent à l'espace public, et je parle bien de ce passage, parce que c'est pour beaucoup d'entre eux un passage, ça transforme profondément leur rapport aux matériaux. Et l'exemple que je vous donne là, alors, et à la fois c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes qui sont sollicités pour intervenir dans l'espace public ont choisi un protocole, une règle de travail artistique qui n'est pas compatible avec l'espace public. Et donc à un moment donné, il faut qu'ils changent leurs règles. La question, c'est est-ce que ça appauvrit leur travail, est-ce que ça le modifie, mais en tout cas c'est une question. Alors, je vous montre là, ici, le travail d'Anita Molinero, qui est la station du parc de la Villette. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le travail habituel d'Anita Molinero. Voilà, ce qu'elle fait, Anita Molinero, c'est ça. Et d'ailleurs, elle va avoir une rétrospective bientôt, vous pourrez voir. Donc là, vous avez plusieurs. Donc, il y a les bassins à Versailles, c'est doit être une exposition au Palais de Tokyo. Et la dernière œuvre jaune, c'est dans la collection de Pompidou. Donc, en fait, elle travaille uniquement avec des matériaux qui sont des déchets, en fait, des rebuts, et en particulier des déchets plastiques, qui sont évidemment pas complètement compatibles avec ce que peut être un abri de tramway. Et donc, en fait, au départ, Anita, son esquisse, en fait, elle a été choisie par le directeur artistique de l'accompagnement artistique du tramway, qui était à l'époque Christian Bernard, qui dirigeait le musée d'art contemporain de Genève. Et elle a fait une première esquisse. Alors malheureusement, je n'ai pas retrouvé d'image de cette esquisse, mais qui était comme elle fait d'habitude, quoi, avec des bouts de plastique, des vieux phares de voiture, des bouts de bois, etc. Et là, la RATP a dit non, en fait. Pour faire un abri-bus ou un abri-tram, ça ne va pas être possible du tout. Donc, il va falloir travailler autrement. Et donc, Anita, elle a fait un choix, elle a accepté, en fait, de changer son matériau, de passer complètement à un autre matériau. C'est évidemment pas du tout identifiable dans le reste de son travail, clairement. Mais elle a laissé des petits bouts. Donc, il y a des phares reconnaissables entre tous. Et alors, c'est une vraie question parce que du coup, la question qui se pose, c'est que régulièrement, cet abribus est évidemment tagué, abîmé, etc. Et en fait, là, explicitement, l'artiste, dans le contrat qu'il a lié à la RATP et la ville de Paris, a autorisé le fait qu'on refasse la surface béton si c'était nécessaire. Donc, elle considère que c'est son geste
qui est l'œuvre et c'est pas le matériau lui-même. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur la façon dont ça évolue. L'autre exemple dont je voudrais vous parler, c'est évidemment Armand. Parce que là, c'est intéressant, parce que là, vous avez 3 phases de son travail. La première phase bien connue, donc c'est le portrait d'Iris en 1960. Donc ça, c'est juste avant l'exposition Le Plein, qui elle-même est avant l'exposition Le Vide. Hein, donc c'est un travail à partir du déchet, à partir du rebut, qui vient après une première phase de son travail, qui est que c'était un peintre et un sculpteur dans une logique du geste de la main de l'artiste relativement classique. Ça, c'est sa première phase. Et puis ensuite, il a une deuxième phase où il va travailler beaucoup avec des designers d'ailleurs et avec des entreprises à partir de produits manufacturés, donc notamment avec Renault, c'est les fameux Murex accumulation. Mais ça reste de l'objet original puisque c'est leur assemblage qui font l'œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va faire sur une œuvre que vous connaissez tous puisqu'elle est devant la gare Saint-Lazare. Donc elle est un peu moins connue que sa parallèle puisqu'il fait 2 œuvres en même temps, ce sont les pendules et les valises. Et les valises, qui s'appelle Consigné à vie. Et je vous ai mis au-dessus parce que c'est une anecdote assez intéressante. Ça, c'est un guide de l'art public à Paris, un guide d'amateurs, hein, mais c'est assez rigolo parce que cette phrase que je trouve assez formidable, pour moi, c'est vraiment l'incarnation de Medium is Message. C'est Consigné à vie, 1985, est un empilement, presque une compression de bagages. Alors là, on voit tout de suite la référence à César, mais ce n'est pas le sujet. C'est juste que du coup, d'ailleurs, beaucoup attribuent cette œuvre d'Armand à César, parce qu'en fait, il se met dans les pieds de quelqu'un d'autre quand même dans cette affaire, sachant que lui-même avait fait des accumulations de voitures, donc c'est pas comme si ils n'avaient pas des similitudes esthétiques, mais néanmoins, de banales valises posées sur un piédestal sacralisé, en bronze, imputrescible, et non plus en toile ou en cuir, elles acquièrent un statut d'œuvre d'art. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que comme si Armand, jusqu'à présent, ne faisait pas des œuvres d'art. Quand il accumule des violons ou qu'il accumule des valises, parce qu'il en a accumulé d'autres, des vraies valises, c'est pas des œuvres d'art. Parce que dans l'espace public, si c'est pas en bronze, c'est pas une œuvre d'art, parce que ça n'est pas immuable. Ça n'est pas immuable. Donc, il y a une assimilation complète dans l'imaginaire collectif de l'œuvre d'art comme étant imputrescible, indestructible, immuable dans l'espace public. Ce qui ne l'est jamais, on est d'accord. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'exemple. Est-ce que justement, c'est pas cette tension-là alors là, je parle j'ai un regard très, très mécanique, très, très ingénieur mécanique, dans le sens où, si on veut que ça reste un certain temps, il faut que c'est une qualité très forte. Il faut qu'il y ait un coefficient de longévité, on va appeler ça comme ça, très, très long. Et donc, finalement, dans le monde artistique, on dirait quelque chose qui est imputrescible. Qui est aussi là pour de toute façon, il n'y a que 2 matières qui tiennent. Si jamais ce n'est pas le cas, la semaine prochaine, il n'y en a plus. Enfin, si c'était des vraies valises, il y en aurait, après 1 ou 2 pluies, il n'y a plus rien. Quoi. Donc, est-ce que ce n'est pas justement cette tension-là qui fait que pour le garder un petit moment, il va falloir que ce soit dans le cadre du design, hein, il y a ce truc-là. On avait fait alors c'est complètement un autre type de design, mais on avait installé des capteurs dans un parc pour voir un peu l'activité du parc. Je veux dire qu'on a vu l'activité des jeunes sur les capteurs avant de comprendre ce qui se passait dans le parc, parce qu'à partir du moment où il y avait ce nouveau truc-là, on regardait jusqu'à comment ça tient, quoi. C'est juste, même de la curiosité. Hein. C'est pas, enfin bon, si c'était destructeur, mais c'était juste parce que voilà, il y avait ce truc-là à jouer avec, quoi. Et est-ce que c'est pas justement finalement une tension au-delà, enfin peut-être pour le ramener dans une notion pragmatique, hein, à côté de se dire, parce que l'œuvre doit être immuable, c'est aussi parce que simplement l'œuvre, elle doit être un petit moment dans la rue pour que son audience ait eu le temps de la voir et de se l'approprier. C'est un des sujets sur lesquels moi je travaille le plus, c'est qu'est-ce que c'est un certain temps dans la rue et qu'est-ce qui fait que l'espace public acquiert un statut tel dans son rapport à l'œuvre qu'on considère absolument normal que n'importe quelle œuvre dans n'importe quel musée reste pas plus de 6 mois puis on fait tourner les collections, alors que dans l'espace public, il faudrait que ça reste toujours, alors même que la pression sur l'objet est beaucoup plus importante. Ça, c'est le fantasme de l'espace public et qui passe beaucoup par un médium qui est le bronze et la pierre.
Et donc, voilà, c'est le choix qu'il fait. Et encore une fois, il choisit le bronze. Il aurait pu choisir l'inox, il aurait pu choisir d'autres métals. Mais le fantasme de l'immuabilité, il passe par le bronze. C'est très clair. C'est la matière. Pourquoi? Parce que c'est la matière du monument. Donc, encore une fois, oui, c'est la matière de la statuaire. Donc c'est la matière de ce qu'on met sur un socle. Voilà, la pierre ou le bronze. Mais c'est une spécificité du fantasme, de l'espace public, bien sûr. Et puis par ailleurs, ça permet la verticalité, ça permet l'identification totémique. Enfin, il y a plein de choses qui ont été écrites aussi sur ce sujet, hein, mais le statut du matériau bronze est évidemment tout à fait spécifique. Alors là, puisque c'est rigolo de parler des trucs qui ne marchent pas aussi. Je vais vous parler de des cas. Alors, je parle beaucoup des choses qui ne fonctionnent pas sur des commandes qui sont liées au tramway parisien, parce que c'est celle que je connais le mieux, mais j'aurais pu parler de plein d'autres cas ailleurs. Hein, c'est pas spécifique à Paris, ce genre de problème. Là, toujours sur la question du mythe et sur le fait que le fantasme, en fait, des gens de l'art, dont je fais partie, hein, donc j'assume, c'est qu'en fait, l'œuvre, on ne la regarde qu'à son inauguration. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que la couverture que je vous ai montrée là, qui est un livre qui s'appelle L'art à ciel ouvert, dont un deuxième tome est sorti l'année dernière, c'est vraiment le précis édité par le Centre national des arts plastiques et donc le ministère de la Culture de toute la commande publique de 1980 à 2010 à peu près. Et puis il y a un nouveau tome 2010-2020 qui vient de sortir. Donc c'est L'art à ciel ouvert. Et donc dans L'art à ciel ouvert, on vous montre cette œuvre que je vais vous montrer ici. Alors, je ne l'ai pas réalisée, mais j'avais prévu une petite interview de l'artiste à vous montrer en quelques minutes. Mais c'est pas grave, vous la verrez dans le support, je vous donnerai le support. Et là, du coup, je peux pas je sais pas, peut-être si je peux la montrer. J'ai peur qu'en fait, comme on soit sur un partage d'écran des slides, quand on bascule sur de la vidéo. Mais c'est pas grave. Bon. On l'enverra, vous la regarderez, mais c'est rigolo parce que quand vous voyez cette vidéo, vous avez vraiment l'impression d'une chose assez formidable et assez incroyable. Donc ça, ce sont des palmiers et c'est Bertrand Lavier. Et la particularité de ces mirages, c'est qu'en fait, ils apparaissent à peu près 10 minutes par heure seulement sur le parcours du tramway. Quand je dis ils apparaissent, ils sont apparus parce qu'en réalité, un mois après, ça ne fonctionnait plus. Tout le monde le sait, hein, que ces palmiers, ils sont stockés, que ça coûte très cher, que ça ne marche pas, que ça n'a pas été prévu au contrat, que l'artiste est dans une position qu'on peut tout à fait comprendre puisque ça n'a pas été négocié correctement avec lui avant. Il refuse qu'on remette en cause le principe de cette intermittence puisqu'il lui a été proposé qu'il soit levé tout le temps. Et donc, il dit, bah non, ça, c'est pas mon intention. Donc, voilà. Et là, il peut complètement faire exercer son droit moral. Enfin, voilà. Parce que là, on n'est pas dans un sujet de restauration et d'intégrité. Donc là, clairement, son droit moral emporte tout. Et bien, quand même, c'est quand même cette œuvre-là qu'on choisit comme l'exemple absolu de réussite de la commande publique en France, dans un livre qui est publié plus de 5 ans après la création de l'œuvre. Donc, on sait très bien que ça ne marche pas. Il n'y a pas de doute. Bon, c'est assez intéressant. L'autre exemple que je vous donne, c'est un exemple que vous avez peut-être vu si vous allez porte de Montreuil, je crois. Porte de Montreuil, c'est l'œuvre de Mark Handforth qui s'appelle Twist Lamppost Star, qui est en fait un trombone qui est en son sommet composé de lampadaires. C'est assez c'est vraiment, alors c'est exactement ce qu'on appelle une œuvre signal que combattrait beaucoup Joël Zask, qui pour ma part, moi je considère que c'est une œuvre signal qui fait son office, qui fonctionne, etc. Simplement, elle a un problème, cette œuvre, c'est qu'elle est composée de lampadaires. Et que donc, progressivement, les lampes qui sont autour, elles ont été changées, l'éclairage public, il a évolué, etc. Et donc aujourd'hui, si vous y allez la nuit, je peux vous dire que c'est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, les seules ampoules qu'on n'a pas le droit de changer, c'est celle-là. Et donc, au bout d'un moment, cette œuvre qui était censée illuminer ce quartier qui est par ailleurs encore un peu compliqué, etc., en fait, elle apparaît quand même comme étant très en retard, quoi. Voilà. Là, je vous ai montré quelques œuvres d'art. Je vous ai déjà parlé de la place de la République, donc de la façon dont, à un moment donné, la tendance actuelle de l'urbanisme et de l'urbanité qui vise, évidemment, à supprimer la voiture, mais au-delà de ça, à supprimer les distances aux œuvres, font en sorte qu'il y ait des appropriations nouvelles
Et même quand le socle est extrêmement présent, puisque par définition le socle de la République est très très présent, eh bien il y a un désoclage de l'œuvre en fait. Il y a une appropriation de l'œuvre et donc il y a vraiment l'appropriation de son matériau même, hein, de l'utilisation de la pierre comme support. C'est évidemment les manifestations Charlie et d'autres. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça remet pas mal de choses en cause en ce moment. Ce qui n'empêche malgré tout que la tendance, la volonté politique reste quand même toujours cette question du socle. Vous avez là l'exemple de Jeff Koons, bouquet de tulipes dans le jardin des Champs-Élysées, avec la particularité, et alors ça c'est assez important parce que je dis la volonté politique et en fait c'est pas vraiment de ça qu'on parle. C'est-à-dire que la particularité des œuvres d'art dans l'espace public, et en particulier quand ce sont des œuvres sur socle, des œuvres en centralité, c'est qu'en général elles n'émanent pas d'une volonté politique. Et c'est d'ailleurs pas du tout récent. Et ça, c'est une fausse idée, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser, notamment que cette grande tendance de la statuaire, mais c'est le cas à Paris, mais c'est le cas à Londres aussi, c'est le cas à Moscou, cette grande tendance de la statuaire qui est en fait née dans les années 1870 en Europe, en général, mais aux États-Unis aussi en même temps, et émane en fait d'une volonté politique. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, ça émane de groupes en fait, de citoyens, d'associations de commémoration, puis d'associations d'anciens combattants, puis d'associations de la mémoire des pompiers, puis etc. Et que ça, c'est non seulement une constante, mais c'est pas du tout en voie de disparition. Et donc, ça peut être la volonté d'un artiste. Ici, Jeff Koons, encore une fois, la ville de Paris n'est absolument pas demandeuse de l'arrivée de cette œuvre. Ça a même été très encombrant comme problème. Et en fait, il y a vraiment une aspiration des groupes constitués à socler un certain nombre d'œuvres d'art et à présenter sur socle et en centralité un certain nombre d'œuvres d'art. Alors, c'est aussi l'autre grande tendance, c'est l'œuvre signal, dont je vous ai montré Marc Hansford tout à l'heure. Vous en avez un autre exemple ici. Alors, en revanche, l'œuvre signal peut être très souvent l'objet d'une demande politique. Ça, c'est très différent. Excuse-moi de t'interrompre tout de suite, mais qu'est-ce que tu appelles l'œuvre signal? Alors, c'est ça. C'est typiquement Johanna Vasconcelos. C'est à un moment donné, on crée une œuvre qui va, en tout cas dans l'objectif politique revendiqué, hein, c'est de créer un signe identificatoire du quartier, en général mal identifié ou mal vu ou périphérique par l'œuvre d'art. Okay. C'est ce qu'on appelle les œuvres signal, ça a été pas mal développé, et c'est le cas évidemment du chœur de Johanna Vasconcelos, c'était le cas du trombone que je vous montrais tout à l'heure de Marc Hansford. Et là on est en général rarement, oui, je crois que c'est Karine qui voulait prendre la parole. Alors, c'est pas du tout le cas de l'œuvre de Jeff Koons. Vous pouvez parler de l'anecdote de cet objet-là qui fait plusieurs versions, je crois. J'aimerais bien savoir votre avis. Il y a ce que je peux dire, il y a ce que je ne peux pas dire. Donc, je ne pourrais pas vous dire tout. Mais ce que je peux vous dire de façon très claire, c'est que en fait, c'est la volonté de l'artiste. C'est l'idée de l'artiste. C'est un cadeau empoisonné, ça, non? C'est un cadeau empoisonné, tout à fait. C'est exactement ça. C'est un cadeau empoisonné de l'artiste et de l'ambassade américaine à Paris. L'ambassadeur américain à Paris. Et l'artiste, en plus, au départ, impose le site. C'est-à-dire veut que ça soit positionné entre le Palais de Tokyo et le Musée d'Art Moderne, donc vraiment in the middle of everything, face à la Seine, etc. Et il impose le message, puisqu'il impose le fait que son bouquet de tulipes soit non seulement un don à Paris, mais en mémoire aux victimes des attentats. Les familles elles-mêmes ne se reconnaissant pas du tout dans cette histoire, et d'ailleurs, le monument, en tout cas le dispositif en hommage aux victimes des attentats, il est actuellement en cours de réalisation. J'ai la chance de participer à la réflexion sur ce sujet et il n'est pas du tout de cet ordre-là. Ça ne sera pas du tout ça, enfin, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si ce sera une réussite, hein, ce n'est pas la question, mais en tout cas, ce n'est pas de cet ordre-là. Donc là, on est vraiment... Et en fait, le principe, c'est que, mais ça c'est assez spécifique à Paris en tant que ville capitale, dans un pays très centralisé, etc., c'est que la ville de Paris, elle croule sous les demandes de dons, en fait. Et qu'il y a une peur du vide qui est absolument terrible. Et en fait, en permanence, quand on gère l'art public à Paris, on passe son temps à essayer de refuser des dons, de voir si on va pouvoir réussir à refuser le don. Et alors, je vais vous montrer un autre exemple que j'avais prévu de regarder juste à la fin. Donc, il ne faut pas regarder les images, mais
C'est pour vous dire que j'en avais plein d'autres à vous montrer, mais, mais je vais quand même vous montrer celle-là parce que... J'en profite pour dire que sur Koons, en fait, pas mal de personnes, j'entends dire que c'est une déclaration de Koons pour faire aussi du marketing de son œuvre. Donc, en fait, c'est aussi peut-être quelque chose qui est discuté quand on doit décider d'accepter un don ou pas, que l'artiste, en fait, markete son œuvre par le fait de faire un don dans une capitale. Alors, ça dépend ce qu'on entend par marketing. Est-ce qu'à un moment donné, la valeur de l'œuvre de l'artiste va connaître une hausse de sa cote parce qu'il a la présence d'une œuvre dans l'espace public à Paris? C'est possible. C'est pas à 100% mesurable. Okay. Donc, voilà. Après, un artiste, c'est un agent économique comme un autre, j'allais dire. Donc, voilà, évidemment qu'il a une arrière-pensée, mais comme n'importe quel agent économique. La question qui peut se poser, oui, si en fait, enfin, oui, enfin, en tout cas, il va pas y perdre, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, la question, elle se pose. Il peut arriver qu'elle se pose, mais plutôt dans les entrées d'œuvres dans les collections publiques, par exemple à l'occasion d'expositions. Ça, il peut y avoir des points éthiques. J'en ai rencontré très particuliers. Mais là, c'était pas le cœur du sujet en fait. Dans ce cas-là, je pense que j'ai pu imaginer, c'est ce que tu disais, hein, qu'il y a une pression de l'ambassade américaine. Donc, je peux imaginer la tension d'accepter ou de refuser là. C'est quoi cette peur du vide? Alors, la peur du vide, je vais vous en parler là maintenant, à propos de la pomme de Frank Scurti. Alors, en fait, il se trouve qu'à Paris... On n'a pas préparé. Hein. Non. Et du coup, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Encore une fois, on les verra pas tous. C'est pas possible, les œuvres dont je voulais vous parler, mais c'est pas grave, on peut faire un autre numéro. L'œuvre de Frank Scurti, donc cette pomme. Alors, en fait, je vais vous montrer ce que ça va passer. Ce qui est intéressant, c'est l'image d'après. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ces 5 images? Alors, ce que vous voyez au milieu, c'est Charles Fourier. C'est la statue de Charles Fourier, telle qu'elle a été jusqu'en 1941. Il se trouve qu'à Paris, il en reste encore, je crois, 35 ou 37, il y avait plus d'une 50aine de socles vides. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre d'œuvres d'art ont été fondues sous l'occupation, officiellement pour récupérer le métal. Officieusement, ils n'ont pas fondu n'importe qui, quoi. Globalement, il y a quand même un petit choix sur les personnalités qui sont fondues. Encore une fois, c'est assez intéressant parce que, y compris à l'époque, les Parisiens ont eu l'impression qu'on fondait le caractère totalement immuable de leur patrimoine, alors que ce patrimoine avait moins d'un siècle, puisque toutes ces œuvres datent d'après 1870, qui en réalité est assez court comme temps. Mais c'est bon, peu importe. Et en fait, il se trouve que les Parisiens, ils ne supportent pas ces socles vides. C'est-à-dire qu'il y a une pression, mais que vous n'imaginez pas faire. Tout le monde veut mettre des trucs sur ces socles. Alors, en général, refaire des statues à l'identique ou parfois avoir une œuvre d'art contemporain. Donc, je peux vous citer quelques exemples. Parmi les exemples relativement connus, il y a la question du général Dumas, qui se double d'une autre question liée au fait que c'était une des seules figures d'hommes noirs dans la ville, avec Gaston Monerville et maintenant l'œuvre d'Ousmane Sow que vous avez vu tout à l'heure, les deux lutteurs, mais qui ne sont pas des personnes réelles. Dans les personnes réelles noires, il n'y en avait que 2. Et dans les personnes réelles femmes, selon les calculs, il y en a entre 18 et 47, ça dépend si on considère l'espace totalement public ou pas public seulement. C'est-à-dire que dans l'espace public parisien, il y a 1000 œuvres d'art à peu près qui sont gérées peu ou prou de façon publique. Et il y a parmi les figures sexuées une immense majorité de femmes, mais dans les femmes réelles, il y en a, donc je vous dis, une quarantaine au maximum. C'est une incise assez importante sur la question de la représentation dans l'espace public, mais c'est peut-être pas notre sujet d'aujourd'hui. Bref, les Parisiens n'aiment pas les socles vides. Et donc, ce projet a fait l'objet d'un débat pendant des années. Et au final, il a été décidé de passer une commande d'œuvres d'art contemporain. Entre-temps, il y a eu toute une série d'œuvres sauvages. Comme cette cabine que vous pouvez voir. Et au final, cette œuvre a été réalisée. Donc, c'est la pomme de Frank Scurti en référence
toute une théorie de Fourier. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est lié à sa position féministe. Il se trouve que Fourier, en fait, a une pensée féministe assez développée. Et donc, il y a cette pomme qui, par ailleurs, est complétée par 4 parois de plexiglas sur lesquelles il y avait des citations de Fourier. Il se trouve qu'assez vite, les parois de plexiglas, elles finissent quand même en très mauvais état. Là, je crois que vous ne les avez pas encore abîmées, mais j'ai d'autres photos où elles sont abîmées. Et donc là, on est dans un cas assez différent où, en fait, l'artiste propose d'enlever les parois en plexiglas et de ne conserver que la pomme. C'est ce qui lui est proposé, qu'il accepte, etc. On a juste un problème, c'est que du coup, en fait, cette œuvre, elle n'a plus beaucoup d'intérêt s'il n'y a plus que la pomme. Donc ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que c'est une question où, par contre, on se rend compte que parfois, l'immuabilité positionnée sur la collection publique, parfois, ça garantit aussi l'intégrité de l'œuvre et ça a parfois des avantages. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours bon quand l'artiste peut céder pour rester, en fait. Voilà. Donc, surtout quand on met des uritrottoirs devant, ils sont très sympathiques. Voilà. Donc, la peur du vide, c'est ça. C'est qu'à Paris, on a peur du vide. C'est un vrai sujet. On ne supporte pas le vide. Alors, je sais pas. Dernière, je pense. On fait une dernière. Alors, laquelle je vous montre je pourrais vous montrer. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, mais on pourrait en reparler sur l'interaction du lieu avec. Mais ça, vous la connaissez sans doute. C'est une œuvre de Ray Oldenburg. C'est la bicyclette. Ça, c'est l'œuvre d'Ottoniel. Alors ça, j'avais prévu de vous lire un extrait du livre de Joël Zask, justement sur Outdoor Art. Comment elle explique qu'en fait, c'est une œuvre ratée parce qu'elle réussit l'exploit par sa gaieté de rendre triste une place qui ne l'était pas. C'est la place Colette. J'aime beaucoup ce texte. Et j'aime beaucoup le texte qu'elle a fait aussi sur cette œuvre-là, qui est l'œuvre de Jean-Pierre Reynaud, qui est le summum de la dérision sur la centralité de l'œuvre. C'est le giratoire au giratoire. Voilà. C'est pour vous donner envie d'en reparler. Là, je voulais vous parler d'une des œuvres les plus intéressantes qui a eu lieu dans l'espace parisien et qui est une œuvre impossible. Cette œuvre, c'est Clara Clara de Richard Serra. Là, vous la voyez à l'endroit pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire le jardin des Tuileries, avec en fait le principe d'une correction de la perspective entre le carrousel du Louvre et l'Arc de Triomphe, puisque l'idée, c'est que ça crée une perspective quand on regarde entre les deux parenthèses. Et cette œuvre a été démontée puisqu'elle était conçue, enfin, le Louvre qui gère les Tuileries avait donné un avis favorable seulement pour une durée restreinte. Elle a ensuite été installée par de Choisy où elle a été très abîmée, très peu respectée. C'est de l'acier Corten, donc c'est très compliqué à entretenir. Et c'est devenu en fait le fantôme et le symbole de l'échec dans la ville de Paris à prendre soin de ses œuvres d'art. Et on parle bien du soin en l'occurrence. Et à trouver une place à Clara Clara. Et moi j'ai connu une époque où à chaque fois qu'on se déplaçait quelque part, voilà, et qu'on avait affaire aux gens de l'art contemporain, que ce soit la Biennale de Venise ou l'urbanisme, etc., on me posait la question, et Clara Clara, quand est-ce que vous la réinstallez? Alors réinstaller Clara Clara, c'est quand même vraiment pas simple, d'abord parce que là, il faut faire avec la volonté de l'artiste et son droit moral qui ne veut pas d'espèces végétalisées, sous l'œuvre en tout cas, hein. Oui, il faut faire avec son poids qui est complètement démentiel. Or Paris est un gruyère. Il faut faire avec les risques de dégradation, donc elle ne peut pas être dans un espace totalement ouvert, puisqu'on avait essayé, ça n'a pas marché. Bref, on n'a jamais réussi à réinstaller Clara Clara, qui est l'une des œuvres majeures. Elle a été réinstallée seulement temporairement en 2008, c'est de là que date la photo, dans son espace original, les Tuileries, à l'occasion de l'exposition Monumenta de l'artiste au Grand Palais, et elle a été à nouveau redémontée. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a parfois des œuvres qui sont conçues pour des espaces, des villes, et en fait, qui ne peuvent pas y vivre. Et ça, c'est vraiment le moment où ça m'a fait penser à tout ce que vous développiez sur la gentilité du matériau ou là de l'œuvre, c'est qu'en fait, elle ne peut pas agir en fait. Et je trouve ça assez fabuleux cet exemple qui est pour moi un de mes grands échecs professionnels. Je n'ai pas réussi à réinstaller Clara Clara. Si un jour vous voyez Clara Clara réinstallée dans Paris, vous penserez à moi. Voilà. Je voulais évidemment vous parler de Daniel Buren parce que là c'est un cas extrêmement emblématique en fait de la difficulté à concilier œuvre in situ et volonté de l'artiste et immuabilité, et puis évidemment de Christo, dont je vous ai mis en fait la première, parce que évidemment il y a les œuvres emballées, mais la première des premières c'est celle-là,
c'est la rue Visconti, c'est les barils. Et alors, ce qui est très intéressant chez Christo, c'est ce positionnement qui est un positionnement libre mais non sauvage. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Christo demande toujours l'autorisation. Il n'agit jamais sans autorisation publique, mais il n'agit jamais avec un centime d'argent public. Tout le modèle économique de ces projets, moi j'ai la chance de posséder un tirage de cette première œuvre, tout le modèle économique de ces projets, c'est la vente en fait des photos ou des croquis ou des esquisses signées, et c'est le cas évidemment du dernier, et c'est la logique et donc la raison pour laquelle il peut le faire, c'est qu'il agit sur des durées extrêmement courtes. Donc c'est le premier à avoir repensé très fortement cette question de la place de l'œuvre d'art plastique dans l'espace public par rapport au temps et par rapport à la liberté de faire. C'est-à-dire que c'est pas sauvage, c'est pas interdit, mais c'est libre. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'autre exemple, sachant qu'évidemment, c'est aussi la particularité de ce choix du médium tissu qui est l'emballage et qui à un moment donné révèle ce qui l'emballe dans sa forme et dans ses lignes, ce qui est évidemment tout à fait spécifique. Ce qui est intéressant aussi, c'est la profondeur de champ de Christo. Vous savez que cette œuvre a été réalisée alors qu'il était mort déjà, ainsi que son épouse, puisque ce n'est pas Christo, et moi-même je fais l'erreur en parlant, c'est bien Christo et Jeanne-Claude, et c'est toujours comme ça qu'il signait. Et en fait, pour la petite histoire, cet emballage de l'Arc de Triomphe, il l'a théorisé en 1960. Il l'a dessiné en 1960 et donc ça a fini par être réalisé après sa mort. Mais c'est un projet qui vient de très très loin. Ce n'est pas des impulsions en général, les projets de Christo. Ça, c'est une autre image. Alors après, je voulais vous parler de la question des fontaines. C'est très intéressant, les fontaines, mais bon, c'est pas grave, on en parlera une autre fois. et puis toujours sur pourquoi a-t-on peur de la fin, repenser le temps. Si je vous parle de Niki de Saint-Phal quand même, allez. Juste pour l'histoire, voilà. Alors là, vous avez deux exemples de fontaines. Alors là, je vous avais mis les deux menottes que vous voyez, en fait, c'est Driss en Arcidet. C'est un échec, ce n'est pas un échec dans l'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre, elle a été réalisée et elle fonctionne. C'est qu'à la place du socle, qui est juste à côté, en fait, sur le général, un hommage au général Dumas, on avait passé une commande, et c'est un artiste contemporain qui est intervenu. On prend ce qu'on veut de l'œuvre à la fin, j'en suis pas particulièrement fan, mais quand même, la réponse à la question qui était refonder l'œuvre a été, peut-être qu'on peut faire autre chose. Et en fait, le collectif qui porte ça, 15 ans après, est en train de gagner. Et en fait, il va y avoir une refonte à l'identique de la statue originale. Ce qui est une question, quand même, qui pose question sur est-ce que le général Dumas ne mérite pas mieux. Et en même temps, il y a une question de la représentation. C'est-à-dire que c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de figure noire dans Paris. Et que donc cette question, elle se pose. C'est-à-dire que cette question de la représentation, elle est en train de reposer totalement différemment la question de la figuration en fait dans l'art, complètement. Et elle est en train de tout rebouleverser sur notre regard. Et je vous ai mis effectivement des fontaines parce que les fontaines, ça marche jamais. Pourquoi ça marche jamais? Parce que c'est toujours la même histoire. Quentin Guely fait les mécanismes de ces fontaines avec Niki de Saint-Phal. Vous imaginez bien qu'il utilise des bouts de métal qu'il trouve, et que ce n'est pas hyper adapté aux traitements anti-calcaires qui sont actuellement utilisés, sauf qu'en fait, il faut restaurer. Et aujourd'hui, là, dans les mois qui viennent, cette œuvre va être restaurée, ça coûte 1,5 million d'euros, et on va le refaire à l'identique. Donc, comme quoi, il y a encore un peu de chemin. Voilà. Là, ça, c'est la défense. Pourquoi je vous le montrais? Parce que c'est l'interaction entre le travail de Sarkis, qui sont ces totems, et derrière, vous voyez des bancs, en fait. Ça, c'est un travail assez intéressant, ça s'appelle Forme publique. C'est une exposition qui a lieu chaque année à la Défense, où il y a des essais de mobilier urbain, et ceux qui fonctionnent sont gardés. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ce que moi, j'ai essayé de développer après dans le projet Embellir Paris, dont j'aurais pas beaucoup de temps de vous parler, mais qui consiste à dire on peut penser différemment le temps, et notamment on peut penser le temps entre l'événementiel, Christo, Nuit Blanche, et la pérennité de l'œuvre pour toujours sur son socle, en pensant des œuvres durables pour un temps donné, c'est-à-dire effectivement le temps de l'espace public, tu as raison, l'appropriation, ça ne peut pas être un mois ou deux. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est quand ça se chiffre en années. Je dirais que le temps intéressant, il est entre 1 et 5 ans. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai pu avoir. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de se donner le temps de voir comment ça vit et le temps de voir comment ça reste. Et ça, c'est ce que moi j'ai essayé beaucoup de travailler dans ce projet qui s'appelait Embellir Paris. Je n'ai pas choisi le titre, mais on peut en parler pendant des heures. Pourquoi je vous montre cet objet?
là, enfin cette œuvre, hein, qui est une œuvre de Laurent Perbos, Firefly Birds, c'est parce qu'en fait, c'est pas l'œuvre qui a été, enfin le choix du projet qui a été fait pour cette place, c'est pas l'œuvre qui est sur le socle, c'est le socle. C'est-à-dire que pour la première fois, la ville de Paris a retenu un projet dans l'espace public pour 3 ans, qui est un socle, qui a une programmation dessus. Et ça, c'est assez intéressant parce que voilà, ça change tous les 3 mois. Ouais, ça change tous les 3 mois. Mais même le socle lui-même ne dure que 3 ans parce qu'on sait que le collectif va s'épuiser. Et donc, c'est pas grave, on fera autre chose. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Et donc, cet appel à projet Embellir Paris, il a consisté à travailler sur ces histoires du temps. Donc là, vous avez au-dessus un travail d'un artiste qui s'appelle Vils, qui fait très souvent ce genre de choses. Ça s'appelle Scratching the Surface. C'est une femme en hommage, c'est sur le mur de la Riboisière. Donc, c'est le mur de la maternité des femmes de la rue. Donc, c'est les femmes sans parole. Et donc, ça, c'est une œuvre de temps, puisqu'en fait, ce mur va être démoli. Donc, l'œuvre sera démolie avec, et c'est pas très grave, tant pis, c'est comme ça. L'œuvre que vous avez en dessous, c'est les Fables du Calao. Donc, ça, c'est une œuvre temporaire et sonore, en fait, qui sont des signaux. En fait, le Calao, qui est une œuvre originale qui a été dessinée par un collectif qui s'appelle Capsi, qui est un collectif camerounais, fait en fait référence à une application sonore qui enregistre les sons du quartier de la Goutte d'Or, en l'occurrence. Donc, le principe, c'est un appel à projet. Et donc, ce sont les artistes eux-mêmes qui proposent la forme de leur œuvre et les modalités de leur production pour une durée donnée. Et donc, c'est le principe d'œuvres un peu plus sobres. Et donc, dans l'espace public, je vous en ai mis quelques-unes. C'est génial. Celle qui est en haut à gauche, c'est le plongeon que je vous avais mis voilà. Alors, celle-là, elle est assez chouette parce que c'est une œuvre adoptée. Donc, toutes les œuvres, elles sont censées partir, mais en fait, il y a une exception, c'est celle-là notamment. Il y en a 2, en fait. Il y en a une qui fera l'objet d'un don. Et puis, il y a celle-là parce qu'en fait, au départ, quand on a commencé à travailler avec les ingénieurs du génie civil sur le pont pour faire cette œuvre, inutile de vous dire qu'ils n'étaient pas super fans. Mais l'artiste les a convaincus, c'est devenu leur œuvre, et donc ils ne veulent plus qu'on l'enlève. Donc ils disent, mais c'est bon, là, c'est du matériau comme nous, on aurait pu faire. Alors bon, c'est pas une œuvre. C'est pas une œuvre, mais c'est joli. Voilà, donc c'est pas une œuvre, mais c'est joli, du coup ça peut rester. Alors pour la petite histoire, c'est Pont du Garigliano, et sur le pont du Garigliano, c'est une image pixelisée d'un film de Lina qui filme le dernier plongeur qui va plonger dans la dernière course autorisée de la Seine en 1924. Je ne sais pas s'il y aura une course en 2024, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est qu'il a plongé là, donc ce n'est pas une plongeuse, c'est un plongeur. Il y a d'autres projets qui sont intéressants. Celui du Dubaï, il est intéressant parce que c'est un non-projet. Ce sont l'artiste a entendu ce que disaient les habitants dans un des quartiers les plus denses du monde, c'est Place d'Alexandrie, dans le 2e arrondissement, et les habitants, ils disaient, mais vous allez encore nous mettre un machin, ça va encore nous encombrer les pieds, voilà. Et du coup, il les a pris au mot. C'est une place qui est un tout petit peu en pente, et donc il a remplacé les joints en béton, en fait, par de l'inox polymiroir, et en fait, on voit le ciel. C'est chouette. Voilà. Et celle-ci, elle va être enlevée dans Ah bah oui, mais ça fait partie du jeu. Pour recréer du désir. Alors celle-ci a déjà été enlevée. Alors là, elle est assez intéressante parce que là, vraiment, c'est comment le fait d'avoir une durée différente permet d'avoir un support qui permet des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Les Intruses, d'une artiste qui s'appelle Randa Maroufi, qui est une vidéaste incroyable. J'adore cette artiste, qui a fait ce projet avec l'Institut des cultures d'Islam. C'est Barbès. Donc, c'est un quartier où l'espace public est très questionné sur la difficulté pour les femmes de s'y exprimer, d'y être. Et donc, cette artiste toute menue, marocaine, assez incroyable, elle est allée voir tous les groupes d'hommes de la zone. Donc, les vendeurs de cigarettes au pied du métro, dans les cafés, les vendeurs du marché, les shibani, joueurs de dames dans les parcs, etc. Elle leur a juste demandé le temps d'un soir, puisque ça s'est passé la nuit, ça s'est passé pendant la nuit blanche, en fait, de s'effacer, c'est-à-dire de sortir de leur rôle, et elle les a remplacés par des figurantes. Et ensuite, elle a extrait 42 photos de sa vidéo qu'elle a installée dans l'espace public. Et on avait choisi des matériaux volontairement pas trop chers, parce qu'on s'est dit, il va falloir remplacer, quoi. Là, on avait dit, bon, si ça dure 1 an, voilà. Et en fait, c'est resté 2 ans, et ça n'a jamais été abîmé. Dans un des quartiers de Paris qui sont les plus tagués, à l'exception de la policière, je crois que c'est sur une des photos là, qui faisait les contrôles d'identité. Donc elle a été taguée 20 fois, 30 fois.
voilà. Après, on a arrêté d'effacer, on s'est dit que ça faisait partie de l'œuvre. Là, vous avez une des images qui est dans le... C'est les deux figurantes avec leurs deux figurés. Vous avez la photo en arrière-plan et les habitants devant. C'est une œuvre in situ, comme on dit. Oh. Ça y est, vous l'avez le temps. Ça y est, vous l'avez. Ouais, c'est ça. L'œuvre, c'est la photo qui est derrière. Non, j'ai compris. Voilà. Là, je voulais vous parler vite fait, mais on va peut-être s'arrêter, mais du voyage à Nantes, parce que pour moi, c'est vraiment un endroit qui pense ces questions et qui pense vraiment bien, qui pense de façon très pragmatique et très à l'écoute, en fait, de ce qui se passe dans l'espace public, la durée des œuvres, et qui assume, du coup, qui peut se permettre avec le temps de garder des œuvres qui n'étaient pas prévues. C'est le cas, par exemple, du pas de côté de Philippe Ramette, ce qui ne se fait pas sans débat, hein, d'ailleurs, parce que un certain nombre d'habitants considèrent qu'on leur a piqué leur place. C'est pas si simple que ça, mais ou de choisir de laisser des œuvres se dégrader. Et ça, c'est vraiment magique quand ça marche, puisque c'est l'œuvre de Flora Moscovici, qui est pour moi une des plus belles œuvres dans l'espace public qu'on ait pu voir ces dernières années, qui s'appelle Le temps entre les pierres. Et donc, son œuvre, qui est déjà un peu effacée, puisque là, c'est déjà sa deuxième ou troisième année, ce sont des pigments, tout simplement, qui ne sont pas invasifs sur le mur et qui progressivement s'effacent avec le temps. J'aime beaucoup cet endroit, et le voyage à Nantes a aussi beaucoup pensé la question de la réactivation périodique des œuvres. Et donc ça, c'est le travail d'Angèle Chia qui est réactivé chaque année en fait pendant une durée, la durée du voyage à Nantes. Voilà, bon, j'en avais plein d'autres. C'est Véronique Jounard. Et puis je n'ai pas eu le temps de vous parler de la notion de monument et de contre-monument, mais on pourra faire ça une autre fois. La prochaine fois. Voilà. Et puis de la question des artefacts et des maquettes et sur la SGP. Bon, on est tous d'accord, n'est-ce pas, à ce que tu reviennes très souvent. Non, mais c'est super. Alors, moi, j'ai juste une question, c'est qu'en fait, il est -20 et je sais que tu dois faire cours après, donc tu dois partir à quelle heure? Je peux prendre encore 5 minutes, 5-10 minutes. J'ai prévenu que j'arriverai pas avant 7h15, 7h30, donc ça va. Ok. Du coup, je ne sais pas si vous avez en ligne des questions ou des réactions. Bonjour, moi j'avais une petite question qui en fait revient sur le tout début de la présentation où je crois que c'est toi, Annie, qui posait, enfin qui disait le design c'est pas de l'art et l'art c'est pas le design, etc. Cette question qui est un peu historique. En fait, je me demandais votre avis sur alors je sais pas s'il y a des œuvres d'art ou des œuvres de design, mais des œuvres comme par exemple le logo Renault de Vasarely ou bien le jingle sonore de Parmigiani pour les aéroports de Paris. C'est des choses qui, dans mon travail, m'intriguent, et que j'utilise un peu pour ma réflexion. Et je voulais savoir quel avis vous portiez sur ces œuvres-là. Est-ce que où est-ce qu'ils se situent dans l'espace design, art? Voilà, avoir un peu vos réactions par rapport à ces types d'œuvres-là. En fait, alors après, moi, c'est très compliqué parce que, en tout cas, du point de vue juridique ou l'histoire de l'art aussi, les deux cas que vous citez, mais c'est le cas aussi du logo de Pompidou par Libor ou d'autres, hein, ce sont des créations, ce ne sont pas des œuvres. En revanche, ce sont des œuvres de l'esprit du point de vue du droit d'auteur, donc elles méritent la même protection en termes de droit moral qu'une œuvre. Alors pourquoi c'est quoi la nuance? La nuance, c'est déjà comment se qualifie le créateur lui-même. Est-ce qu'il revendique le fait de faire une œuvre d'art ou est-ce qu'il revendique le fait de faire une création à valeur d'usage? En l'occurrence, les exemples que vous donnez là, même si ce sont des artistes qui les ont créés, au moment où ils créent ces objets-là, ce sont des créations et pas des œuvres. Et en tout cas, alors après, je n'ai pas les cas particulièrement en tête, hein, mais à mon sens, c'est comme ça qu'ils les revendiquent, et notamment parce que leur usage peut créer de la limitation de la transformation à la façon dont ils ont pensé exposer l'objet ou la forme. Donc ça crée une différence quand même avec ce que peut être une œuvre d'art. Après, très franchement, quand je vois l'exposition des pièces originales de Sottsass à Pompidou, pour moi, je suis face à des œuvres d'art. Alors bon. Ok. La question, c'est quel est mon rapport, moi, à ces objets? J'ai parfois du mal à faire la différence. Ouais.
Ouais, moi, j'aurais peut-être une remarque, c'est qu'on a vu donc une succession de cas de figure, dont évidemment, bon, moi, je viens des informations et communications, donc j'aurais tendance à chercher des typologies, des transversalités, des propriétés spécifiques, en quoi elles éclairent les propos préalables, oui, non, etc. Mais bon, c'est ce collier de perles, on va dire, que vous avez bien voulu nous offrir. Si vous deviez un petit peu reformuler pour que j'ai l'impression de ne pas être passé à côté de quelque chose, la manière dont vous avez choisi ce corpus, ça m'aiderait en fait. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le moment où l'objet œuvre d'art, ou les objets qui composent l'œuvre d'art, ou les matériaux qui composent l'œuvre d'art vont connaître ou avoir à être interrogés dans leur vie et dans le temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de l'œuvre d'art. C'est le temps des œuvres. C'est qu'à un moment donné, le temps des œuvres, il commence avant la création, la production de l'objet. Il commence dès le moment où l'artiste produit son protocole, ou même dans sa tête, pense son protocole. En tout cas, le moment où il le rend public, que ce soit avant ou en même temps que l'œuvre. Et ça va après, au moment où l'œuvre échappe à l'artiste, et où parfois l'œuvre échappe à ceux qui sont chargés d'en prendre soin, parce qu'elle est intégrée dans un espace qui les dépasse et dont ils ne gèrent pas tous les éléments. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la vie des œuvres, en fait. C'est comment ça bouge, tout ça. Alors, merci pour cette réponse très claire. Donc, juste un mot de mon côté. On ne peut envisager la vie qu'avec la mort. Et donc, on a parlé de la mort de l'art. Et qu'en est-il de la mort de l'œuvre? Je ne vois pas comment ne pas y penser. Voilà, merci. C'est une vraie question, c'est-à-dire que c'est le cauchemar de toute personne qui travaille dans ce monde-là. Les œuvres sont sacrées, donc elles ne meurent pas. Les œuvres sont bénies, donc elles ne meurent pas. Bon, c'est pour ça qu'on a évoqué un tout petit peu le sujet tout à l'heure de l'analogie avec la question du monument historique et justement du bateau de Thésée. C'est ça la différence, c'est qu'à un moment donné, un monument historique, il implique forcément réparation, construction permanente, voilà. Finalement, les œuvres aussi, dans l'espace public, dans une large mesure, juste la mort des œuvres, de ce point de vue-là, du point de vue de ce qui a qualifié l'œuvre d'art comme devant être immuable et conservée, c'est juste un cauchemar, en fait. Donc tout concourt à essayer de lutter contre ça. C'est pour ça qu'on est dans une contradiction. C'est pour ça que c'est très difficile de penser le fait qu'une œuvre d'art peut être temporairement dans l'espace public. C'est qu'à un moment, elle n'est pas censée mourir, donc elle n'est pas censée partir. Et c'est cette contradiction-là avec laquelle il faut qu'on vive et qu'on travaille. Ce qui est curieux, parce que cette temporalité, si on suit je crois que c'est Arendt qui renverse ça, qui dit il ne faut pas penser à la mort, mais à la naissance. Oui. Et donc, voilà, alors que là, pour le coup, c'est pas du tout un cauchemar, la création. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas très longtemps, je parlais du projet Embellir Paris justement dans un diplôme de co-design. Et il s'est passé exactement la même chose qu'à chaque fois que je parle de ce projet. Sauf là. Donc mais j'ai peut-être pas eu le temps de parler assez longtemps. Mais, parce qu'en général, j'explique, voilà, les artistes devaient proposer la fin de leur œuvre, en tout cas le retrait de leur œuvre à une date donnée et les modalités de leur retrait. Et là, immanquablement, quand je parle de ce projet, il y a toujours une main qui se lève, toujours, pour dire, mais si jamais on voulait qu'elle reste, c'est irrépressible en fait. C'est irrépressible. Mais si jamais on l'aimait tellement qu'on voulait qu'elle reste, c'est pas le jeu en fait, donc c'est pas la règle du jeu. Donc, parce que, pour revenir à la session de la dernière fois, c'est-à-dire que l'appropriation des citoyens, elle est ignorée. Je le mets direct, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que même si les gens de la ville, de la cité, aiment l'œuvre, disons, et que techniquement elle peut survivre. Non, mais c'est pour répondre à, si jamais ça, là, ce n'est pas, en fait, c'est pas considéré dans la discussion que tu as, ce n'est pas un facteur. C'est-à-dire qu'on va, voilà. En fait, quelle est la considération? Parce qu'en fait, dans toute la présentation que tu as faite, j'attendais le moment un peu, ce qui est arrivé ici ou là, mais de façon très très courte, sur en fait comment l'œuvre et l'objet de l'expérience je les appelle les citoyens parce que c'est des gens de la cité, mais qui finalement a
a apparemment pas tellement d'importance. Alors, Oui et non, hein, je provoque là. Non, mais en l'occurrence, je vous remontre ça. Je suis conscient que je provoque, mais c'est la un particularité peu, de ce projet, c'est quand même qu'il y a toute une conduite finalement du projet artistique qui finalement essaye, enfin je ne sais pas s'il essaye, mais il se détache finalement de toute possibilité de prise de direction par le citoyen. Alors ça, il y a deux questions dans ce que tu dis. Il y a, la première question, c'est est-ce qu'à un moment donné, il y a un commissaire ou pas? C'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, on délègue ces deux parts de création, que sont la création de l'œuvre et la création de la programmation de l'œuvre. Ça, c'est une question qui est ouverte. En tout état de cause, moi, j'ai tendance à dire que, moi, je crois assez profondément à l'importance de la liberté artistique et de la liberté de création. Ça comprend le commissaire. En revanche, je pense que le travail de professionnels de la culture, on peut les appeler des marginaux-séquents, en tout cas, c'est des gens que moi, j'essaie de former sur l'ingénierie culturelle, c'est justement de faire ce dont tu parles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et cette question, elle est beaucoup présente en ce moment, moi, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. De toute façon, maintenant, on est dans une situation où le lundi, on vous dira que vous êtes des communautaristes et le mercredi, on vous dira que vous êtes des racistes. Voilà, c'est comme ça. La période, elle est celle-là. Et donc, vous, la question, c'est comment vous trouvez ce fil très, très, très ténu sur lequel vous défendez la liberté de l'artiste. Défendre la liberté de l'artiste, ça ne veut pas dire défendre votre irresponsabilité. Défendre votre responsabilité, c'est faire en sorte que vous devez accompagner l'artiste dans la prise en compte du territoire dans lequel il est, des habitants qui y vivent, de leur volonté, de leur désir, de leur envie. Et donc là, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur la place d'Alexandrie, c'est le maire d'arrondissement qui a choisi ce site. Moi et ma petite équipe, on s'est dit, oh, il y a déjà effectivement beaucoup de choses sur ce site parce qu'on avait écouté ce que disaient les conseils de quartier. Donc, on a emmené l'artiste voir les conseils de quartier. Et évidemment, c'est ce qu'ils lui ont répété en disant, encore un machin, quoi. Et ça, c'est le boulot des gens qui accompagnent l'artiste. Et le boulot des gens qui accompagnent l'artiste, c'est après. C'est ça, par exemple. C'est-à-dire que cette œuvre-là, je vous la montre, celle-là, par exemple, en fait, elle va rester plus longtemps que prévu. Elle va rester plus longtemps que prévu parce qu'en fait, ce camélon, les gens, ils l'aiment beaucoup. Qu'on pensait que c'était de la peinture urbaine, donc la peinture urbaine, c'est toujours la galère, ça ne marche pas. Mais en fait, comme il n'y a pas beaucoup de passages à cet endroit-là, mais qu'en revanche, les gens, ils passent en vélo, elle est devenue un peu totémique, donc elle va rester plus longtemps. Mais parce qu'il y a eu tout un travail. Mais ça, ce n'est pas le boulot de l'artiste, ce n'est pas le boulot du commissaire. Ça, c'est le boulot des gens qui accompagnent. Et puis, des fois, on se plante, c'est-à-dire qu'ici, parce qu'en fait, dans Embellir Paris, pratiquement tous les projets à une dimension participative, on a essayé de réfléchir à cette question, on peut appeler ça les droits culturels, du moment où le citoyen était présent. Et on a essayé de se dire, il peut être présent de plein de façons différentes, soit parce que c'est les usagers, donc là par exemple, les locataires de cet immeuble faisaient partie du jury, là les universités, puisque c'est l'OHESS, faisaient partie aussi du jury. Je vous ai parlé des ingénieurs qui ont travaillé, en fait, qui ont modifié l'œuvre, y compris sur les matériaux, puisqu'au départ, ça devait être un film, en fait, et à la fin, c'est devenu des carreaux, en fait, de céramique. Et dans l'œuvre en bas, c'est en fait la population qui a peint il y a eu un dessin de l'artiste, et puis après, le collectif qui faisait le projet s'est installé pendant 2 mois, en fait, dans une boutique, et c'est les gens qui ont peint. Donc, mais ça, j'allais dire, c'est pas complètement le boulot de l'artiste, mais c'est évidemment, fondamentalement, le boulot des accompagnateurs. Mais ça, c'est possible sur un appel à projet comme celui-là. En revanche, c'est absolument pas possible sur les œuvres, c'est pas possible sur Jeff Koons, quoi. De toute façon, la forme, elle est décidée, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je m'intéresse aussi à ce type d'appel à projet, parce que ça permet ça. Ça permet de se planter aussi. Je veux dire, en bas à gauche, c'est une catastrophe. Ça marche pas du tout. La peinture elle s'écaille. C'est pas une réussite. Bon, voilà. Mais par contre, le processus, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui voulait. Est-ce que vous considérez que ce travail, donc je cite, le boulot des accompagnateurs de l'artiste, est-ce que c'est du co-design pour vous, puisque vous avez cité le... Merci. Oui, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Alors, je suis pas sûre que ce soit de la co-création, parce que ça, par contre, je pense que ça pourrait être intéressant, mais ce serait prétendre ce que ce ne sont pas les projets que je vous présente. Par contre, c'est de la coproduction. Ouais. Voilà.
C'est par contre dans le projet que je vous montrais avant, celui du socle, là par contre c'est de la co-création. Il y a un collectif de citoyens qui comprend des galeries, qui comprend l'aumônier de l'église qui est en face, qui comprend plein de gens, et c'est eux qui ont proposé ce projet avec une liste d'artistes. Donc là, c'est clairement de la co-création. D'accord. Mais dans la plupart d'entre eux, on est plutôt dans la coproduction. Moi, ce que je trouve génial, en tout cas, dans tout ce que tu présentais, est vraiment merci, mais en fait, je trouve que pour revenir sur cette question de la matérialité, en fait, ce que tu nous fais toucher du doigt, c'est qu'il y a différents statuts de la matérialité et qui ont à voir avec des statuts justement de notre rapport aux choses, sans parler d'œuvre ou de design, quoi. Quand tu parlais de réparable, restaurable ou maintenable, quand c'est des technologies, des techniques, quand on doit en prendre soin, le soin aussi, là tu parlais d'œuvre. Donc moi je trouve que c'est très intéressant parce que pour revenir à la question d'Étienne, hein, c'est ça. La question d'Étienne, je pense que si on devait faire des typologies, c'est ça qui serait intéressant, c'est-à-dire de se dire, tiens, on repense la matérialité, non pas, on va dire, avec des propriétés ni physiques, ni à un temps T, comme immuables. Enfin, je pense que c'est ça qui est génial dans ta présentation, c'est bien de montrer la dynamique, en fait, du médium, quoi. Et pas uniquement une dynamique, on va dire, au sens aussi des propriétés physiques d'un matériau qui s'effrite ou qui se décompose ou quoi au casse, mais ce que ça engage, nous, de notre regard par rapport à cette matérialité. Et je pense que c'est pas si éloigné que ça de ce que tu disais, Pierre, mais est-ce qu'on prend véritablement en compte, du coup, la façon dont les personnes se projettent dans cet espace public, qui doit les présenter, les représenter, qui du coup deviennent, il y a un rapport d'affection en fait, donc ou de haine d'ailleurs. Surtout quand même l'œuvre signale, puisque là c'est une expression vers l'extérieur de l'endroit où ils sont, de leur endroit. Et en même temps, c'est ça qui est compliqué, c'est que plus l'œuvre est signale et plus c'est compliqué d'être dans une coproduction de l'œuvre, parce que ça veut dire qu'à un moment donné c'est un geste d'un artiste. C'est compliqué que ça soit une co-création quand même. C'est le paradoxe. De la même manière qu'on ne se poserait pas la question du temps si en fait on ne posait pas comme principe que ce soit pérenne et immuable. C'est parce que alors moi ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est que donc dans ce qu'on étudie aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'anthropologie du futur, il y a des orientations. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question des orientations par rapport futurables, des orientations par rapport aux matériaux et aux conditions de production. Parce que tout ce que tu racontais, c'est installer une forme d'éphémère. Et alors du coup, entre ce qui ne doit absolument pas bouger et ce qui est d'un ordre éphémère court, éphémère moyennement long, enfin voilà, avec des temporalités différentes, c'est absolument passionnant. Et je pense que le fait qu'on soit sur cette question aussi de dire une fois que quelque chose est là, c'est que c'est immuable, ça rend compte, je pense, d'une profonde orientation de futur qui est assez particulière à notre vie en ce moment, voilà. Où justement on est quand même dans de l'obsolescence programmée, on est quand même dans un renouveau des technologies quotidien très rapide, et donc du coup tous les objets qui nous entourent en réalité ont une pérennité très courte. Il y a un désir. Donc en ça, ne sont pas des œuvres. Je ne sais pas si ça a à voir avec le mot œuvre, peut-être, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que, tu vois, c'est peut-être inversement proportionnel. C'est-à-dire que si tu as des choses qui évoluent tellement vite que, du coup, tu as besoin d'avoir quelques points fixes, c'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas employé, c'est pour ça que c'est intéressant de faire le lien avec le monument historique. Ça a à voir avec le patrimoine. Oui, c'est le patrimoine. Tu en as parlé tout à l'heure. Ça a à voir avec le patrimoine. Et le matrimoine, puisque maintenant, on fait attention à ça, mais ça a à voir avec le fait de cette propriété commune et que du coup, on a besoin de se projeter dans son immuabilité. C'est du désir, à un moment donné, de ce qui fait aussi notre propriété commune, encore une fois. C'est un autre élément de différence entre l'œuvre et le design. C'est sa patrimonialisation. Et les métiers d'art sont au milieu. Ils sont exactement au milieu. C'est tout à fait ça. Parce que les gestes sont du patrimoine, les objets peuvent en être ou pas. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Puis il y a le patrimoine immatériel. Exactement. Ce qu'on appelle le patrimoine ethnologique. Mais c'est pas pour rien que Georges-Henri Rivière et tous ces gens-là sont en train de revenir très en force dans la réflexion sur la muséologie.
Sur les mesures conservatoires, c'est vrai qu'il y aurait une réflexion à mener sur la manière dont est pris en compte une transmédiatisation en vue de conserver l'expérience phénoménologique de l'œuvre. Je m'explique, sur tous les CD-ROM, dont certains étaient artistiques ou d'œuvres, on s'aperçoit que ce qui peut en rester au mieux, c'est une vidéo, hein, essentiellement, qui correspond à un parcours possible parmi les autres. Et donc, je pense que la lutte contre la mortalité ou l'espoir d'immortalité ou de persévérance, le conatus de l'œuvre, devrait quand même se nourrir d'une pensée d'emblée plurimédiatique, en sachant que c'est quand même, bon, voilà, dans les habitudes de documentation du patrimoine, justement, d'avoir différentes approches volumétriques, enfin, qui vont un petit peu non seulement numériser, mais conserver quelque chose de l'expérience, de son récit, du témoignage, etc. Ce qui fait que, pensons aux historiens du futur, hein, dans le cadre d'une anthropologie du futur, et de ce qu'il en restera. Je revois Blade Runner 2049 avec l'hypothèse d'un grand crash où on perd tout le numérique, hein, c'est hyper intéressant. Et pour finir, je travaille aussi avec Judith Guez à Laval Virtual qui a créé donc Recto Verso, qui est une exposition dans laquelle on a tout un débat dans la revue hybride sur Art Science autour de la question des transpositions des œuvres multimédia, enfin interactives dans des mondes de métaverse, et inversement de la enfin la matérialisation concrète d'œuvres venues de métaverse dans le réel. Enfin bref, c'est un débat, il y a tout un tas de travaux là-dessus. Donc moi, j'ai vu qu'il y avait une journée, je ne suis pas spécialiste, moi je mentionne juste et j'arrête là parce que vous avez cours, mais je pense que cette double approche de pérennisation enfin anticipatrice en fait, et de transposition partielle ou totale, elle est vraiment assez centrale à mon avis. Mais bon. Vite fait, une image, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais d'un travail qu'on est en train de réfléchir avec la Société du Grand Paris sur comment on garde les traces du processus en fait, qui va aboutir aux œuvres de l'une de ces des plus grandes commandes publiques de l'histoire, hein, ces fameux tandems architectes-artistes sur les gares du Grand Paris, où on est en train d'essayer de se poser ces questions-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on garde du processus et puis, juste pour finir, pour le plaisir, voilà, je voulais vous montrer 2 œuvres que vous connaissez peut-être. Ce sont 2 œuvres de Jochen Gertz, qui a comme particularité de faire disparaître les œuvres, puisque ça, c'est un monument, c'est le monument bourgeois contre le racisme, que vous connaissez peut-être, mais qu'en tout cas, vous ne pourrez plus jamais voir, puisque c'est une colonne qui s'est petit à petit enfoncée dans le sol, et c'est ça le principe de l'œuvre. Et ça, c'est une œuvre semi-sauvage, semi-autorisée, pas comme Picasso. C'est une autre œuvre, monument contre le racisme, qu'il a développé d'abord à Sarrebruck et puis dans plein d'autres villes en Europe. Voilà. Attention, homo sauvage, hein, ça pourrait être retourné. Hein. Oui, alors en l'occurrence, il le revendique. Hein. Il revendique le fait de ne pas toujours demander l'autorisation. Ça dépend des cas, en fait. Il demande l'autorisation quand le caractère mémoriel du site le nécessite. Non, mais je pensais au sauvage et à la sauvagerie, en fait. C'était pour moi une œuvre émancipée, quoi, des règles, mais pas nécessairement sauvage, au contraire. Oui, au sens non réglementé. Bon, bah chouette. Hein. Ouais, donc, next épisode. Oui. On reviendra dans un autre épisode. D'accord. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci à vous tous qui avez été présents. Merci pour les questions, les débats. C'était super intéressant. Et encore une fois, si au cours des discussions, ça évoque des choses que vous voulez vous-même présenter, vous êtes les bienvenus pour faire signe. Et puis, on peut créer des moments où créer de nouveaux épisodes, puisque maintenant on appelle ça des épisodes. On est un peu en série, on est un peu dans le mode série télévisée. Mais vous êtes les bienvenus pour proposer des trucs si jamais vous sentez de contribuer, de participer aussi de l'autre côté de la caméra. Merci beaucoup. Merci, à Bonne bientôt. soirée.